verra ça dans un deuxième temps. Donc, ce sera des options d'attaque de zone, il y en a plein d'autres. On va voir plutôt des principes, déjà pour mesurer vraiment ce qui peut permettre de bien attaquer une zone. Après, le système est peu important, à partir du moment où on respecte ces principes. Mais il y a des choses très simples, donc je vais vous montrer. Tout le monde ne sont pas respectés. Les problèmes souvent qu'on rencontre sur l'attaque de zone, c'est justement par le non-respect de ces quelques principes. Alors, il faut déjà comprendre, comme dans tout système offensif qu'on peut avoir, quand on joue sur l'homme à homme, il faut comprendre déjà ce qu'est la défense qui nous est opposée. Une défense de zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs, au lieu d'être responsables d'un joueur, sont responsables d'une zone donnée. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'essaie de vous amener à la réflexion. Et donc, l'attaque de zone, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver à la fois un moyen de faire défendre un maximum de surface aux adversaires. Là, quand je vous le dis comme ça vous paraît évident, mais je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne font pas ça. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que la ligne de fond n'est pas utilisée. Si nous, on l'utilise autant, c'est uniquement ce concept-là. C'est-à-dire que si on n'utilise pas la ligne de fond, très souvent, on fait défendre la dernière bande de terrain qui va de la ligne de fond aux défenseurs, elle ne sert à rien. Elle n'est pas utilisée par les attaquants, donc les défenseurs n'ont pas besoin d'y aller non plus. Donc ça veut dire qu'il y a 14 mètres, 15 même maintenant, par 2, il y a 30 mètres carrés qui ne sont pas défendus par les adversaires. Donc déjà, vous mettez en situation de faiblesse par rapport à ça. De la même façon, donc, quand on attaque une zone, il y a des espaces, il y a des trous, qu'on appelle les gaps américains. Et ces intervalles-là, il faut à la fois les provoquer et les rechercher. Donc c'est d'abord ça qu'on va voir, avec des positionnements très simples, avec un poste haut qui va se situer au niveau du lancer franc, et un deuxième intérieur qui va jouer en ligne de fond. Et à partir de ces positionnements-là, je vais vous donner donc des principes généraux qui seront valables sur n'importe quel système de zone. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis son système en place, il faudra quand même s'évertuer à respecter ces principes-là. Donc on va se mettre en place tout de suite. Un meneur de jeu qui prend la balle en tête de raquette, deux extérieurs environ à 45 degrés, un poste 4 aux alentours de la ligne de lancer franc, et un joueur intérieur qui joue vers le bas. Donc on va se mettre en 2-3. C'est la plus simple, on verra après des choses sur la 3-2. Peu importe les joueurs, c'est pas grave, peu importe. Donc là on a une position. Ce que je vous disais avant, tous les systèmes où cette ligne-là n'est pas utilisée autorisent la défense de zone à défendre haut, à remonter au niveau des cercles. Là, vous allez en régional, en national 3, très souvent, vous voyez des choses comme ça, où il y a un pivot qui joue là, il y a un poste haut qui joue à peu près au niveau du lancer franc, et deux ailiers un petit peu en dessous le lancer. Mais en tout cas, les défenseurs n'ont pas besoin de se soucier de cette zone-là. Donc déjà, vous les avantagez, parce qu'au niveau des attaquants, on ne va pas pouvoir remonter beaucoup plus haut qu'un mètre au-delà de la ligne à 3 points, même si on est à droite. Donc clairement, pour les jaunes, la surface de défense à assurer est beaucoup plus faible que si on utilise cette ligne de fond. D'où l'importance de l'utiliser avec un joueur qui va simplement y passer, c'est une possibilité, ou un joueur qui va y transiter de façon plus régulière pour mobiliser. Même s'il n'a pas la balle, vous mettez l'intérieur derrière, il est clair que les trois joueurs du fond vont être obligés d'y porter attention. Et clairement, ça va les étirer vers cette ligne de fond. Et à partir du moment où on les étire vers la ligne de fond, on va créer, par ici, des zones que j'appelais les gaps tout à l'heure, des intervalles, on va chercher à utiliser. D'accord? Pour ce faire, et ça c'est un des premiers principes, quelle que soit votre attaque de zone, il est indispensable de respecter une distance qui soit, je dirais, cohérente et compatible avec le jeu entre les deux intérieurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, calme-toi, ici, que le joueur intérieur évolue au niveau du bloc, ici, j'appelle le bloc, c'est le petit rectangle qui est ici. Si le deuxième intérieur est un intérieur fuyant,
un 4 qui peut tirer, que cet intérieur-là s'écarte. Pourquoi? Parce que là, on a une distance de jeu qui est cohérente entre les deux intérieurs. Si toi, tu joues middle post et que lui, il joue au niveau de la ligne de lancer franc ici, il ne faut pas l'avoir longtemps. Parce que là, on n'a plus d'espace. Et on retombe dans la situation précédente. Pour les défenseurs, c'est très facile de couvrir cet intervalle. Et donc, on favorise, on facilite le travail de la défense. D'où, par exemple, à la duel ou en équipe de France, comme moi, je veux deux intérieurs et que mon concept d'attaque de zone, c'est de mettre la balle intérieure, on joue très près de la ligne de fond, et l'autre intérieur, juste sous la ligne de lancer franc, dans l'intervalle. C'est-à-dire pour poser des problèmes de prise en charge aux joueurs du fond ou aux joueurs du haut. Comme on est là, le deuxième intérieur, quand la balle va par ici, par exemple, le deuxième intérieur, il va jouer sous la ligne de lancer. Qui est-ce qui va le prendre en charge? Si c'est lui qui est obligé de descendre très bas, lui va se décaler, il va y avoir des problèmes d'équilibre défensif. Mais nous, en attaque, on peut jouer, parce que la distance qui te sépare toi et toi est correcte, et qu'elle ne peut pas être couverte par un seul défenseur. S'il était au bloc ici, et que toi tu étais au lancer franc, c'était très facile un joueur, puisqu'on est en zone. On n'est pas en responsabilité individuelle. Très facile à la fois de couvrir cette passe-là et celle-là. Et ça, il faut l'éviter de façon systématique. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les positionnements des joueurs posent des problèmes défensifs de choix, qui est-ce qui va. Donc les positions des ailiers, c'est pareil. Ne pas être, si tu es trop en haut, ça sera de toute façon très évident que ça va être lui qui va être ton vis-à-vis, alors que quand tu es entre les deux, il y a toujours une incertitude. Et cette incertitude, on va en jouer. Je vais vous l'expliquer par la suite, parce que si c'est celui du fond qui vient, ben on va rechercher plus facilement la passe en bas pour en faire venir un autre. Si au contraire, c'est lui qui revient, eh ben on va peut-être chercher davantage de jouer à l'opposé ou le joueur du haut. Tout ceci va, je dirais, s'imbriquer. C'est comme des tiroirs que vous ouvrez au fur et à mesure, qui vous donnent la solution. Mais ça part d'un premier principe, et c'est pour ça que je commence par là l'intervention, du positionnement. C'est-à-dire que si les joueurs ne respectent pas ces espaces, on ne peut plus après jouer avec les déplacements des défenseurs. Pour pouvoir le faire, eh bien, il faut vraiment être bien positionné. Et à l'inverse, ça c'est une parenthèse parce qu'on n'est pas sur la défense de zone. En défense de zone, à chaque fois que nous, à l'entraînement, on commence à travailler une zone, le problème principal qui se pose à nous, c'est toujours l'ajustement des défenseurs avec les attaquants. C'est-à-dire que si vous prenez... Est-ce que vous comprenez comme principe que je veux dire? Ou est-ce qu'il faut que je l'explique davantage? Non, mais je ne parle pas de l'attaque, je parle de ce que je viens de dire en dernier. Hein, d'accord? Et c'est vraiment important que les joueurs fassent attention. S'il y a par exemple ce positionnement qui est le plus simple, il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire que je donne la balle là-bas. Si c'est lui qui prend la balle, il est clair que toi tu sais déjà que c'est toi qui vas être obligé de prendre la prochaine passe. Et toi tu ne vas pas rester au milieu, tu vas glisser un peu vers l'intérieur bas. Mais si par exemple, et ça arrive souvent, mettez un peu plus au milieu. Ali par exemple est un spécialiste de figure, il va être au milieu et il ne va pas comprendre ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette passe, il va sortir, la balle va arriver là, il va être obligé de courir, lui il va descendre et hop, c'est déjà fini. Et pourquoi? Parce que le positionnement de base des défenseurs n'est pas bon, n'est pas ajusté. Donc ça veut bien dire que si c'est vrai dans ce sens-là, en attaque, c'est l'inverse. Il faut déjà avoir un positionnement de base qui risque de poser un problème aux défenseurs s'ils n'ont pas justement la rapidité d'analyse pour se repositionner en étant ajustés. Vous comprenez? Donc ça c'est très important. Et ça concerne prioritairement les deux grands. Les deux grands, c'est vraiment indispensable, je dirais, vous êtes presque attachés. Et donc selon ce que fait l'un, l'autre doit vite corriger sa position. Si jamais, dans certains systèmes, l'intérieur il est là, et qu'il ouvre ici, il ne faut pas que l'autre joue sur la ligne des lancers francs. Il faut qu'il ait l'intelligence de s'écarter un peu pour qu'il y ait de l'espace. Et par contre, quand on est dans ces positions-là, ça peut être intéressant soit d'être à 3 points ou carrément coller contre la ligne de fond. Ces notions-là, c'est ce qui fait qu'une attaque de zone va être bonne ou pas bonne. Si on ne les a pas, c'est mort. Et c'est pourquoi est-ce qu'on dit depuis toujours, contre la défense de zone, ce sont les bons joueurs
qui s'expriment facilement, parce que c'est eux qui sont les plus à même de reconnaître ces situations-là, qui sont évolutives et à laquelle il faut s'adapter en permanence. Alors que sur homme à homme, même si vous ne savez pas très bien vous situer par rapport aux autres, si vous avez des qualités individuelles à exprimer, vous allez vous en sortir. Contre la zone, c'est pas possible. La zone, c'est une alchimie, c'est un puzzle. Il faut vraiment que chacun soit dans son rôle. D'accord? Pour les intérieurs, c'est le B.A.-BA. Redonne la balle là-bas, s'il te plaît. Donc on part de là. De la même façon, il faut éviter tout ce qui est alignement. Alors alignement, qu'est-ce que c'est? Première passe ici, on donne une balle là, voilà, tu viens, et donc tu vas sortir, hein, on va faire comme si, et lui il est donc sous la ligne de lancer franc, toi tu vas couvrir, voilà. D'accord? Là on est dans une situation très classique, où lui, avec un temps de retard, qui est quand même un peu en bas, mais que si jamais la balle arrive là, il va venir la chercher, donc on est placé, ok? Redonne. L'alignement, c'est pour ces deux joueurs-là, par exemple, vous voyez. Là, le joueur, vraiment en dessous, vraiment un pied, là, ce joueur-là, il vient couvrir, c'est logique, c'est normal. Si je reste là, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourquoi? Parce que le même défenseur qui ferme l'ouverture va reprendre le joueur. Donc ça, c'est être aligné. C'est-à-dire que là, tu es dans le même alignement que ton partenaire. Si tu fais ça, tu n'es plus dans le même alignement. Voilà ce qu'est le même alignement. C'est la même chose pour toi. La position idéale pour ce joueur-là, des fois on n'y parvient pas parce qu'on ne peut pas avoir la balle, mais ça serait de ne pas être complètement dans la même ligne, d'être un peu plus bas pour pouvoir jouer là. Toi, tu vas être pris en charge. Si tu descends un peu ici, là, tu vas être pris en charge par lui, donc tu pourras jouer là, tu seras entre les deux. Et forcément, tu vas concerner davantage de défenseurs. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es là, qu'est-ce qui va se passer? Il est peut-être moins obligé de couvrir tout seul cette ligne de passe. Parce que lui, il peut la défendre. En étant devant toi, déjà, il te rend difficile l'accès à ton partenaire. Le fait de changer l'angle oblige vraiment à mobiliser un défenseur. Et après, tu dois lire. Si bien sûr, il est complètement devant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transférer. Voilà. On veut transférer, qu'est-ce qui va se passer? On a gagné déjà. Pratiquement, sachant que s'il vient, on va faire une passe rapide à l'opposé, et là il va courir. Et après, c'est des principes de basket simples. C'est-à-dire que comme il va courir, il va être en retard, il doit être prêt à tirer, il doit être prêt à pénétrer, on va faire basculer la défense. Et on aura en tout cas gagné un temps d'avance. Et ce temps d'avance, c'est le basket. Hein. Que vous soyez en homme à homme ou en zone, l'objectif c'est justement de le procurer. Et contre la zone, un peu plus. Le principe de l'attaque de zone, c'est de gagner ce temps d'avance. Après, c'est du basket. Après, c'est plus le travail collectif, c'est le travail de lecture individuelle. Est-ce que le joueur a assez d'avance pour tirer? Est-ce que le joueur a juste un peu d'avance pour déborder son joueur? Ou est-ce qu'il y a une passe supplémentaire à faire? Et ça, c'est ce principe d'alignement est très important. D'accord? C'est un deuxième principe auquel il faut vraiment s'attacher. Il y en a un troisième qui est important et qu'on ne voit pas souvent réaliser. Le premier joueur qui démarre l'attaque de zone, très souvent, il a pour habitude d'aller chercher un intervalle. Est-ce que vous qui entraînez dans vos clubs, est-ce que vous ne voyez pas souvent ça? Peut-être vous le recommandez à vos joueurs. De dire, ouais, sur cette attaque de zone, descends un petit peu s'il te plaît, de venir ici pour faire une première passe. C'est pas ce que je demande. Pour moi, c'est une erreur. Cette recherche d'intervalle, elle doit survenir ensuite, justement, lorsqu'on a ce temps d'avance. Là, on cherche à mobiliser deux joueurs. Mais dans un premier temps, pour commencer l'attaque, j'aime qu'on mobilise un défenseur. C'est-à-dire que pour aller chercher ton partenaire sur le côté, tu vas aller attaquer ce défenseur-là, et là, tu vas faire ta fixation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu es sûr de pouvoir faire sortir un autre joueur. Et que là, on commence à enchaîner des sorties des défenseurs qu'on va pouvoir exploiter. Si tu vas au milieu, ça aboutit à quoi? Souvent, tu es en difficulté pour transmettre ta première passe. Là, tu as la garantie, quand tu vas mobiliser un défenseur, que sur la passe que tu vas lâcher, il y a quelqu'un d'autre qui bouge. Et à partir de ce mouvement-là, après, c'est de la lecture. Si lui vient donc du bas, on va essayer d'exploiter, trouver le jeu intérieur. Si jamais il se resserre très vite dans la passe, tu vas te redécaler pour remobiliser à l'opposé, mais on aura forcément quelque chose.
Alors que dans le premier cas, si tu vas chercher entre les deux, souvent ce qui se passe, c'est que le mec il te gêne, tu fais ta passe et hop, il est déjà arrivé en même temps que la passe. Et donc c'est mieux, c'est plus simple surtout. Hein. Si tu es capable à chaque fois de fixer les deux et de faire la passe et de faire sortir l'autre, c'est très bien. Simplement, on sait dans les faits, dans la réalité du jeu, que quand tu vas entre les deux directement aussitôt, souvent tu es gêné, hop, et tu es pris en travers, tu ne sais plus comment faire. Simplifie. Venir vers le joueur, hop, fixation, l'autre sort, et après on attaque la taille de zone. D'accord? Donc ça, c'est des principes de base. On va voir après l'évolution de la circulation par rapport au mouvement des défenseurs. D'accord? Mais ça, il faut le retenir, ces trois choses-là, c'est très important. L'espacement entre les joueurs intérieurs, le non-alignement autant que possible de l'ensemble des joueurs, et le troisième principe pour démarrer, aller chercher un défenseur plutôt que d'aller chercher un intervalle. Et on verra la différence. Une fois que la circulation de balles est commencée, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand il y a des transferts de balles, là il ne faut plus aller chercher un défenseur, il faut jouer entre eux, il faut jouer dans les trous, dans les intervalles pour créer la fixation. C'est toute la différence. Et pour attaquer l'attaque de zone, aller chercher un défenseur. À partir du début de la circulation, donne la balle. On joue donc dans des intervalles. Et on cherche, ça vous le savez tous, vous l'avez entendu, la relation intérieure-extérieure est très importante. Et surtout, sans pas trop, il est très important de mettre la balle intérieure. Et pour les mêmes raisons qu'on a exprimées tout à l'heure. Si l'adversaire a choisi de faire zone, quel est son premier but? Protéger la raquette. Donc, la prise de risque, elle est sur les tirs extérieurs. D'accord? On est d'accord avec ça? L'adversaire accepte d'avoir une certaine prise de risque sur les tirs extérieurs. Nous, en attaque, quand on a une zone qui se met en place contre nous, l'objectif numéro 1 est d'aller à l'encontre de ce que cherche l'adversaire, à savoir marquer l'intérieur. Si on voit la zone arriver et qu'on se dit « chouette, on va pouvoir tirer à 3 points », ah oui, forcément, c'est ce que l'adversaire veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tirer à 3 points. Parce que si la zone est efficace, elle va obtenir quand même en partie ce qu'elle cherche, à savoir protéger la raquette. Donc on doit être capable d'avoir une alternance. Et ce qu'on doit comprendre, et ce qu'on doit mettre dans la tête des joueurs, lorsqu'il y a zone contre nous, c'est qu'on a 24 secondes pour trouver un tir extérieur. Puisque c'est ce que l'adversaire accepte d'abandonner, en aucun cas il faut se précipiter pour prendre les tirs à 3 points. Les 20 premières secondes de l'attaque servent à jouer intérieur. Il ne peut pas y avoir une bonne attaque de zone sans que la balle aille au moins une fois dans la raquette. Sinon, c'est lancer la pièce. Ça ne veut pas dire que des fois, ça ne passera pas. Vous avez le droit de marquer tous les tirs à 3 points une fois. Mais ce n'est pas efficace. Ça ne peut pas être efficace. Une bonne attaque de zone, il faut que la balle aille à l'intérieur. Après, peut-être qu'on va finir extérieur. Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de leur réaction défensive. Mais de notre côté à nous, l'objectif immédiat, lorsque l'adversaire passe en zone, c'est de rechercher le jeu intérieur. D'où l'importance de cet espacement, pour avoir 2 chances. S'ils sont serrés, il n'y aura plus d'espace, plus d'intervalle, pas de possibilité. Après, le travail des joueurs extérieurs, c'est de permettre, par leur qualité de passe, par leur positionnement, par leur circulation de balle, d'amener la balle à l'intérieur. Voilà. Le premier temps de l'attaque de zone, les joueurs extérieurs doivent se concentrer prioritairement sur cet aspect-là, avant même de vouloir se mettre en position. Si on arrive à ça, on est déjà dans la bonne direction. On est déjà dans la bonne direction. Sachant également que les tirs, quand la balle va intérieur et ressort, sont souvent meilleurs que ceux qui sont consécutifs à une simple circulation périphérique. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est comprendre à quoi on a affaire. On a affaire à une défense qui veut protéger la raquette, qui veut nous pousser à faire un concours de tir. Nous, en tant qu'attaquants, on va d'abord se donner les moyens de ne pas aller dans la direction de ce que cherchent nos adversaires. Donc on va chercher à continuer à marquer des paniers intérieurs. Et une bonne attaque de zone, quand elle marque des paniers intérieurs, de toute façon, l'adversaire est mort. Si tu es capable d'attaquer l'attaque de zone sans adresse, parce que tu mets des paniers dessous, tu prends des rebonds offensifs, la défense de zone, elle est morte. À un moment donné, tu vas mettre tes tirs en plus, et là, ça va être la catastrophe. Alors que l'inverse, c'est pas parce que tu mets 2-3 tirs au début sur la défense de zone qu'il
faut paniquer. Si l'adversaire ne trouve que ça, des fois il faut savoir durer en zone. Ou l'inverse, tu prends 2-3 paniers, mais tu le sens des fois, tu fais zone en première mi-temps, l'adversaire met 2 tirs à 3 points sur de la circulation périphérique sans véritable attaque, tu la mets un peu en réserve, et tu la remets en deuxième mi-temps quand il y a un peu moins de confiance, un peu plus de pression, c'est la fin du match, et tu t'aperçois que la même équipe ne sait plus l'attaquer, parce qu'elle ne met plus les tirs à 3 points et elle n'a pas de solution près du cercle. D'où l'importance en attaque de les rechercher. De cette position-là, ces deux joueurs, comment est-ce qu'ils sont positionnés? Le joueur du fond, ici, est très bien positionné. Dos parallèle à la ligne de fond. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit la balle comme ceci, en zone c'est facile, le joueur qui vient du milieu, souvent, vient te tamponner et donc tu es coupé du côté opposé. Alors que lorsque tu la reçois dos à la ligne de fond, déjà c'est beaucoup plus rapide d'avoir un simple pivot. Si tu es en l'envers, c'est plus compliqué, au moment où le mec est ici. Tu vois, et surtout quand tu reçois la balle, tu es en vision. Tu vois tout de suite, je ne sais pas si vous étiez au match samedi, Christian Cambourg, première attaque, il en a fait une, parce qu'il était là-bas, de l'autre côté, à l'opposé sur Marshall. Il a réceptionné, il a vu le défenseur arriver, tout de suite, boum, à l'opposé. Et il était tout seul. S'il était de dos, il l'a été un peu plus tard dans le match, il a été obligé de ressortir du même côté. Parce qu'il n'a pas pu, justement, se tourner tout de suite au partenaire. Et on veut aussi, de la même façon, avoir une relation intérieur-intérieur. Dans cette position-là, ici, au moment où lui attrape la balle, il faut rendre dans la raquette. Ce qui fait que c'est pas sûr que le joueur qui contestait un petit peu la passe ici, vienne avec. Et puis s'il vient, qu'est-ce qui va se passer? On va engendrer des réactions. S'il vient descendre la couper complètement, ben, tu vas la ressortir sur lui, qui risque d'être tout seul. Et puis s'il ne l'est pas parce que lui a couru vers la balle, dans le transfert, il faudra vraiment qu'il aille très loin. Ouais, à partir de choses très simples, là on voit déjà une passe, deux passes, on a une défense qui est déjà en péril. Si vraiment la lecture est bonne, à la condition que de façon instantanée, dans la réception, il puisse prendre toutes les informations. S'il est là, il ne peut pas toutes les avoir, c'est pas possible. Là, je vois le terrain. Donc l'importance d'être dos au panier. D'accord? Ça, c'est capital. Et l'importance des positions, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'espace, quand toi tu vas prendre en charge ici, ben là tu ne peux plus être ici. Et donc comme toi tu étais sur la passe, ben, tu n'as pas tout à fait le temps de revenir. Donc il n'y en a plus beaucoup. Qui peut pallier sur cette relation-là? Ici et le joueur du haut. D'accord? Et puis si jamais c'est lui, ben, c'est la même chose. De la même façon, bon, je sais que vous avez déjà vu toutes ces choses-là, je crois que vous avez fait, je ne sais pas si c'est Pierre ou Nordine, une intervention sur tous les drives, les positionnements. Quand la balle arrive là, la balle est en ligne de fond. Donc, on doit respecter les critères de la pénétration ligne de fond. Le joueur qui est ici, dans le spot, à ce niveau-là, c'est respecté puisqu'il va descendre. Le deuxième critère, c'est ligne de fond. C'est-à-dire que, en même temps, toi tu étais placé effectivement en haut, mais comme la balle va en bas, tu ne restes pas là. Tu lui offres une solution. Ce qui fait que bah, ça met beaucoup de pression sur le dernier défenseur, parce que s'il veut défendre large, ça va agrandir le trou, et donc ça va donner un panier intérieur. Si c'est une bonne défense de zone, il va plutôt protéger près du cercle, et ça va vraiment offrir à l'opposé une solution à 3 points très propre, avec beaucoup d'avantages. D'accord? Donc ça c'est important, vraiment c'est des réflexes. On n'est plus là homme à homme zone, on est principe de jeu. C'est-à-dire que la balle, elle arrive ligne de fond, il faut offrir une solution dans la diagonale, et en particulier près du panier, il faut offrir une solution dans le corner opposé. Donc là, on retrouve ces principes-là. Et dans la descente, ici, c'est pas un flash sans contrôle. C'est-à-dire que le gars, il était là en train de demander la balle. Quand la balle vient là, c'est la différence entre homme à homme et zone. En homme à homme, je sais qui est mon défenseur. Admettons que ce soit lui. Je vais aller très bas et je vais plonger véritablement sans me soucier de la vitesse à laquelle je vais le faire. Là, on est en zone. Il y a des lignes de défense. Bien jouer contre la zone, c'est aller dans les trous. Je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure et je le répète. Si je descends trop vite, trop facile pour lui. Il ne faut jamais aller vers les défenseurs.
les défenseurs qui viennent vers vous. Donc il faut aller dans les endroits où vous allez faire bouger les défenseurs. Attention, là je le dis, ça vous paraît évident, c'est pas ce qu'on trouve dans la réalité. Les joueurs ont beaucoup de mal avec ça, en particulier ceux qui n'ont pas une grosse expérience. Vous prenez Fofana par exemple, qui commence tout juste à le faire. Lui, avant, la balle à l'arrivée là, son repère, c'est le panier. Donc je me rapproche du panier, c'est plus facile. Erreur. Il faut que lui ait tendance à bouger. Parce que s'il bouge, bah, ça va ouvrir la passe là-bas. Et s'il ne bouge pas, j'attrape la balle, et quand je l'attrape, là, il va être obligé de venir, et peut-être là, je pourrais le jouer. Alors qu'aller se coller contre la ligne défensive facilite le travail de la défense. D'accord? Donc il faut vraiment, quand tu es là, quand il y a la balle, on est en position, quand la balle arrive là, il ne s'agit pas de se précipiter. Il faut se présenter en étant conscient de ce qu'il y a derrière toi. Donc tu as une position, même s'il a bien défendu qu'il était ici, là tu l'as dans ton dos, donc tu dois contrôler et ouvrir l'espace. Si jamais le défenseur du bas vient t'interdire cet espace, ce sera ton partenaire d'en profiter à l'opposé. Mais pas venir tout de suite comme le font souvent les joueurs. Il faut vraiment jouer dans l'intervalle. Descendre un peu, dites-le. Descendre en même temps dans la réception. Voilà. Et après, lui, il doit regarder. Il doit lire très rapidement ce que font les défenseurs. Si lui descend complètement avec toi, bah, ça ouvre pour ton partenaire du haut là-bas. Si au contraire, ça descend en bas, tu dois trouver, c'est ce qui s'est passé, si vous étiez là samedi, c'est ce qui s'est passé quand Cambourg a fait la passe à Marchal dans le corner. Le joueur du fond, il a vu le mec du milieu descendre, donc il a voulu s'opposer, donc la passe, il l'a faite à terre, hein, elle est tombée, il n'y a vraiment personne dans cette ligne-là. D'où l'importance de ne pas aller jouer plus bas. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous ai dit dans les 3 premiers grands principes qui sont vraiment très importants à respecter. Exactement. L'alignement. Si tu vas très bas, tu vas permettre à ce joueur de te défendre toi et de défendre la ligne de passe. La défense de zone, c'est souvent une défense de ligne de passe. Donc il ne faut pas qu'un même joueur puisse défendre 2 joueurs. En zone, défensivement, qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? Les joueurs, est-ce que vous ne vous demandez pas sans arrêt, et là, qui c'est qui doit prendre, qui c'est qui doit? Ils ne demandent pas ça, vos joueurs? C'est normal. Nous aussi, ils nous demandent les mêmes choses. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond? Il y a des situations où en zone, il faut en défendre 2. Quand tu es en tête de raquette et qu'il y a un poste haut, tu n'es pas sur le poste haut ou sur le meneur. Si la balle est dans l'aile, tu es entre les deux. Et ce qui fait la qualité de la zone, c'est l'activité. C'est-à-dire que les joueurs, ils ne sont pas là, là ou là. Ils sont dans des zones avec des prises par moment en charge individuelle, mais toujours dans l'activité. Quand on est en attaque, il faut inverser le principe. Il faut éviter que les défenseurs puissent couvrir 2 joueurs. D'où l'importance de respecter ces alignements. Là, si tu viens en milieu de la raquette, que lui il est au corner, que lui il est en tête de raquette là-bas, c'est impossible de couvrir tout le monde. Après, c'est à lui de prendre la bonne décision. C'est-à-dire que quand lui va monter un peu plus, si tu veux la forcer à l'intérieur, balle perdue, contre-attaque. C'est pour ça que c'est pas négatif, que la zone a une chance. Mais tu optimises avec le placement, avec l'enchaînement des actions, la capacité à battre. Parce que c'est pas facile pour les défenseurs de tout couvrir. Après, comment est-ce que tu peux couvrir? Par les feintes défensives. C'est-à-dire que lui peut feinter de venir, repartir dans la passe, lui faire la même chose. Et donc après, tu rends plus difficile le travail du passeur de prendre la bonne décision. Je reviens sur l'activité. Et si par contre, tout le monde veut défendre un spot, c'est-à-dire que lui dit moi, 100% je descends avec lui, 100%, lui il va être tout seul. Ou l'inverse, si toi tu dis moi je reste en haut et puis que lui reste en bas, ben, c'est lui qui va être tout seul et qui va finir. D'où l'importance de l'activité défensive. D'accord? Ça c'est un aparté, mais c'est intéressant de comprendre les 2 côtés. Donc la balle est là, voilà où on arrive. On met là ici. Maintenant la 2e passe, et la plus intéressante qui soit, c'est celle-là. Face au bas. Celle à ce point. Si la balle arrive ici, pourquoi c'est la plus intéressante? Parce que lui, il est central. Et donc il va poser un problème, forcément, à la défense de zone. Souvent, ce n'est pas un joueur qui va. On va aboutir à ce qu'on cherche en attaque. Il va souvent mobiliser au moins 2 défenseurs, quand ce n'est pas 3. Et forcément, lorsqu'il va faire la prochaine passe,
elle va souvent être gagnante. Si la balle arrive là, la relation ici est toujours valable. C'est-à-dire que tu n'étais pas là. Là, tu étais venu couvrir, en fait. On comprend bien comment ça se passe. Toi, au départ, tu es là. Si la balle va là, tu y vas. Mais si la balle va là, ce qui va parfois se passer, c'est que tu vas venir, justement. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je ne voulais pas tout à l'heure que tu sortes. Parce que si tu sors là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est lui qui va revenir. Alors que si tu es là, une fois qu'il est sorti, au moment où il a la balle, là, il y a un problème. Ouais, d'où l'incertitude. D'où le fait que tu n'es pas sûr non plus de sortir. Et souvent, c'est ce qui se passe dans le match. Quand les mecs ils voient que la balle elle arrive ici, souvent le gars il monte. Donc là, il y a Campbell qui va venir en bas, il peut chercher, ou si lui il vient, faire la passe, tu retrouves la même situation. La spécificité de toutes ces attaques de zone, qui sont, celle-là c'est la plus simple qui soit, mais vous la rencontrez en Euroleague, pratiquement toutes les équipes ont ce type d'attaque, au moins. Après il y a d'autres systèmes plus compliqués, qui font intervenir des écrans, des surcharges, mais souvent les équipes ont déjà ça. Et déjà cette attaque de zone-là, simpliste, pose des problèmes énormes à partir du moment où les joueurs en connaissent toutes les arcanes et connaissent les problèmes défensifs qui vont être rencontrés. Il est clair que quand la balle elle arrive là et que le joueur du milieu du monte, si l'autre qui joue dans le fond, tu as déjà un problème. Parce que si c'est lui qui vient couvrir, il va transférer à l'opposé, là, et quand tu vas transférer, il va être obligé de courir. Il va courir. Et donc comme tu vas bouger dans le dos, qui est-ce qui va venir le prendre? C'est lui. Toi, tu vas continuer au même endroit. Nous, on joue toujours dans les mêmes lignes. En même temps que la balle se déplace, les défenseurs prennent en charge la balle, nos intérieurs viennent donner des solutions. Ça va être la continuité de l'intervention, à savoir que quand je dis qu'il faut mettre la balle à l'intérieur, il est clair qu'on ne peut pas toujours le faire. Revenez là les intérieurs, revenez la balle par là. On ne peut pas toujours le faire dès la première fois. Parce que là, on joue d'un côté, on ne peut pas systématiquement trouver l'intérieur du haut, l'intérieur du bas. C'est trop facile. Donc là, il faut être patient. Si on ne peut pas trouver ni l'intérieur du haut ni l'intérieur du bas, ça veut dire que la défense est très compacte. Souvent, ça veut dire que le joueur, côté ballon, défendant le haut, est venu couvrir cette ouverture-là. D'où l'importance de te décaler ici, pour que dans le transfert, on fasse sortir celui du fond et qu'en même temps, on fasse basculer nos intérieurs. Et franchement, par expérience, il arrive souvent pour beaucoup d'équipes, le premier côté sur lequel on joue, on ne trouve pas ni l'un ni l'autre. Quand on transfère la balle, il y a toujours un des deux qui est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on fasse toujours la passe. Après, c'est la capacité de ce joueur-là à la réaliser. Mais quand moi je regarde la vidéo derrière, toujours un des deux qui est ouvert. Juste un transfert de balle et une solution intérieure. Et c'est une attaque qui est très simple. Je parle là-bas, s'il te plaît, pour que je termine avec la position intermédiaire middle post. Donc, quand la balle est arrivée ici, j'ai précisé techniquement pour le joueur du fond la volonté de vouloir recevoir au panier. Là, tu reçois face à la balle. Mais par contre, dès que tu attrapes, ouverture effacée face au panier. D'accord ? Ça, c'est capital. Parce que vous pouvez avoir des intérieurs qui reçoivent la balle là, c'est pareil. S'il reste dos au panier, il n'y a plus d'intérêt. Le fait de rester dos au panier ne va pas t'inciter, toi, à venir prendre en charge. Et puis surtout, tu es coupé de l'opposé. La première idée pour ce joueur-là, lorsqu'il reçoit la balle ici, c'est le transfert. Avec, éventuellement, l'autre joueur intérieur. Le tir ne vient qu'après. Par contre, il est clair que quand tu reçois, ce qui est intéressant, c'est de faire ça pour mobiliser et pour pouvoir faire ça derrière. Mais premièrement, transfert, passe intérieur et après jouer. Alors qu'il y en a beaucoup, souvent c'est comme ça, hein. On attrape là, hop, on dribble, et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure? Et surtout, qu'est-ce qu'il fait l'attaquant? Il va, ce qu'on ne veut pas. On veut, sur la zone, rappelez-vous bien de ça, on veut que ce soit les défenseurs qui viennent vers nous. Voilà. Il y a toujours des passes. S'il reste là, il faut tirer. Souvent, ce qui est intéressant, c'est feinter pour qu'ils viennent pouvoir jouer. Et
Et souvent, c'est un défaut qu'on fait. Ça. On attrape la balle, hop, on vient là, le défenseur, il n'a pas bougé, il vous met en difficulté, et après, on est dans la merde. Alors que si on le fait venir à soi, beaucoup plus facile pour enchaîner. D'accord? Donc, dans cette position-là, très important, demander la balle, se protéger, pivoter, regarder. Transfert, ligne de fond. D'accord? Donc, ça, c'est pour ces deux positions, les clés. Si on n'a eu aucun des deux, on va repartir sur ce que je venais d'exprimer avant. La balle est là, donc là, on n'a pas aucun des deux. Ça veut dire que ça glisse un peu plus et que ça a déjà anticipé ici. Pas de problème. On va transférer, mais ce transfert, encore une fois, pas dans l'alignement. Parce que si tu fais le transfert, quand la balle va venir, la logique défensive est que lui te prenne, et que lui puisse déjà glisser là-bas. Et donc on n'a pas d'avantage. La difficulté qu'on a eue au départ, on peut très bien la rencontrer quand on va transférer. Alors que, si tu viens ici, que tu te décales, et même très large, pas obligé d'être à 3 points, faciliter la passe, et tu te mets de façon à ce que ce soit le prochain défenseur qui t'attaque. Sur le transfert, là de deux choses l'une, ou bien il triche, tu vas pénétrer, ou bien il triche pas, et tout de suite tu renvoies à l'opposé, ou effectivement, ce que tu as bien fait le joueur intérieur, parfois il y a une ouverture ici. Franchement, sur la deuxième, sauf s'ils sont en match-up, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que lui il court derrière lui, ça va, on croise quasiment sur le homme à homme, donc on est déjà plus dans le même contexte, ils sont en zone, pratiquement impossible de couvrir les deux ouvertures. Et une fois qu'on a une des deux ouvertures, je ne vais pas vous en piquiner plus longtemps, une fois qu'on a une des deux ouvertures, on enchaîne sur la même circulation. D'accord? On va devant la barre. D'une façon générale, par rapport à ces principes, il y en a qui sont encore plus généraux. Vous avez déjà entendu, j'en suis sûr, mais je pense que c'est important de les exprimer. La zone, toujours pareil, le rapport de force par rapport à l'homme à homme, la zone, quoi qu'il arrive, change souvent le rythme des matchs. Vous êtes d'accord? C'est par essence, parce que il faut être patient. Hein, je viens de vous le dire tout de suite, il faut prendre son temps pour amener la balle à l'intérieur. Donc forcément, la zone, quand vous encaissez beaucoup sur homme à homme, ça peut être intéressant de faire zone, simplement pour changer le rythme des attaquants. Si les adversaires marquent vite, sont capables de trouver des solutions rapides, le fait de faire zone va les obliger naturellement à ralentir leur tempo. Donc c'est une chose qu'il faut utiliser, mais à l'inverse, en attaque, il faut le savoir. Et il faut le refuser. On est toujours dans un rapport de force. L'adversaire peut vouloir faire zone, même en sachant que vous êtes à droite, que vous jouez bien en zone, pour se dire, là on n'y arrive pas, le rythme il est effréné, c'est eux qui contrôlent le rythme, ils vont vite, ils aiment aller vite, et ils vont vite, donc on va faire zone, ça va les ralentir. Mais vous, quand vous êtes attaquant, il ne faut pas l'accepter. Donc il y a des petites choses qu'il faut qu'on connaisse. La zone, ça s'attaque déjà avant. C'est indispensable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut pousser la balle. Il faut des contre-attaques, il faut du jeu rapide. Quand on vous fait zone, en particulier si on vous fait zone longtemps, il ne faut pas accepter de jouer demi-terrain. Ça peut être l'objectif de l'adversaire. Donc il ne faut pas l'accepter. Il faut inciter les joueurs à utiliser les situations de contre-attaque. Il faut jouer avant, c'est indispensable. Pour casser cette monotonie du rythme. Même si vous attaquez correctement. Moi j'ai vu des fois des équipes nous faire zone, pas ici forcément, mais à l'époque du Mans, là, quand j'avais tous les jeunes qui étaient parfois en difficulté sur le tir extérieur, qui étaient surtout très forts en pénétration, qui allaient vite. Les adversaires, pour nous ralentir, pour nous faire jouer demi-terrain, nous faisaient zone. Voilà. Et bien nous, des fois, alors qu'on était très forts en homme à homme, on faisait zone aussi, pour se procurer des bons rebonds, et pour avoir de la contre-attaque, pour ne pas accepter le rythme du match nouveau que nous proposait l'adversaire. Alors qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier à défendre en zone, plus qu'en homme à homme. Je veux dire, ce n'était pas la défense qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est ce que procurait la défense de zone, à savoir des rebonds
parfois longs, parce que l'adversaire tirait plus à 3 points, et qu'à partir de ces rebonds longs, on avait des situations de contre-attaque qui nous évitaient de systématiquement attaquer demi-terrain contre les adversaires. Donc ça, tout ça, il faut le prendre en compte. Parce que le rythme d'un match est toujours très important. Avant même de parler homme à homme, zone, contrôler le tempo d'un match est très important. Et donc tout ça, c'est des choses que vous devez maîtriser et en faire prendre conscience à vos joueurs. À quoi aboutit telle défense, la zone, ça aboutit à ça. Si on l'attaque bien, c'est-à-dire qu'on joue longtemps, ben, il y a un moment donné, on est tout le temps demi-terrain, et non, il ne faut pas accepter. Avant. D'accord? Et de la même façon, après. La zone, ça s'attaque avant et après. Parce que tout le monde sait que la zone est plus vulnérable. Ça peut paraître paradoxal parce que les joueurs sont souvent positionnés plus proches de la raquette, mais la zone, défensivement, est plus vulnérable contre le rebond offensif que l'homme à homme, parce que la prise en charge n'est pas individuelle. En homme à homme, les situations de rebond offensif, c'est la faute d'un rapport de force défavorable ou simplement d'erreur. Pas de box-out, pas de... Mais normalement, chaque joueur a un vis-à-vis. Donc si chacun effectue son travail correctement, il doit y avoir un nombre de rebonds limité. Sur la zone, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne sait jamais qui prend qui. Et donc si vous attaquez le rebond des adversaires, il y a souvent des situations favorables. Et c'est souvent, vous défendez bien la première défense de zone et vous laissez des rebonds offensifs. Ça arrive souvent dans les matchs. Contre certaines équipes, c'est problématique. Et quand vous êtes en attaque, eh ben, il faut se concentrer sur ces deux aspects-là. C'est-à-dire ne pas accepter que l'attaque de mi-terrain. Il faut vraiment porter attention à ce qui se passe avant et après. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont essentielles. Après, la patience. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le crois vraiment, surtout aujourd'hui, je ne sais pas vos joueurs, mais en l'occurrence les nôtres, auraient de plus en plus tendance à tirer vite, parce que la zone l'autorise. Par essence, la zone autorise les tirs extérieurs. Il n'y a pas de défense qui couvre tout. Mais la spécificité de la zone par rapport à l'homme à homme, c'est la non-prise en charge systématique et le fait qu'il y ait des tirs extérieurs, souvent, rapidement, sur la possession. Il faut, avec vos joueurs, leur faire prendre conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'interdire. Parce qu'interdire, ce n'est pas la solution. C'est de la lecture. Parfois, quand il est vraiment tout seul, même si c'est après 5 secondes, il ne faut pas avoir peur de le prendre. C'est qu'une question de lecture. Ce qu'il faut qu'il mesure, c'est qu'on ne peut pas enchaîner plusieurs possessions. On va prendre un tir rapide sans avoir travaillé. Sinon, on va dans le sens de la défense. Donc ça, c'est de l'apprentissage, c'est de la culture de jeu pour les joueurs. Mais il faut vraiment que pour eux, ça corresponde à ça. Et donc, c'est encore plus vrai. Cette maîtrise du rythme, qui existe aussi sur l'attaque homme à homme, attention, je pourrais vous en parler brièvement, mais elle est encore plus vraie en zone. C'est-à-dire que c'est vraiment, cette recherche du jeu rapide, elle est fondamentale. Il faut vraiment tout faire pour battre la zone. Ça, c'est un premier point. Mais après, il y a une vraie rupture. C'est-à-dire que vraiment, il faut éviter les tirs entre la 6e et on va dire, la 14e seconde. Sauf si ce sont des lay-ups ou des tirs plus couverts. Donc, il y a toujours des exceptions. Mais c'est une valeur générale. Je crois vraiment à ça. Quand il y a une défense de zone, il faut se donner le temps, la patience de la briser. Et la briser, c'est mettre la balle intérieure au moins une fois. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Pourquoi je dis la maîtrise du risque sur l'homme à homme? Parce que c'est la même chose. Sur l'homme à homme, enfin, moi je crois à ça, il faut aussi pousser les jeux rapides, on va dire les 6, 7, 8 premières secondes, ça selon votre concept, selon la vitesse de vos joueurs. Mais après, j'aime pas la zone intermédiaire. Après, il faut travailler. Mais c'est encore plus vrai en zone. Voilà. Après, il faut travailler. Moi, je pense qu'il faut faire défendre les équipes le plus souvent. Et que tous les tirs qui sont pris entre la 8e et la 14-15, c'est souvent des tirs de facilité. Hormis si on a réussi à créer des situations de jeu intérieur favorable, de lay-up, de tirs à pourcentage. Mais tous les tirs autorisés, c'est comme ça que je les appelle, où les joueurs vont faire un dribble de décalage et monter en suspension, il faut les proscrire. Si on veut être une équipe performante, c'est pas le basket qu'il faut promouvoir. Donc il faut qu'il y ait une vraie rupture. Donc ça s'appelle la maîtrise du rythme.
Parce que sinon, on fait du yo-yo, comme font beaucoup d'équipes aujourd'hui. Hein. Vous regardez beaucoup de matchs. La différence, vous prenez, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je regarde beaucoup les matchs d'Euroleague. Les matchs d'Euroleague, c'est des matchs où chaque équipe a 50 possessions, ou 52, 53. Les matchs championnat de France, c'est 64, 65. Donc il y a entre 10 et 12 possessions par équipe d'écart. Donc à quoi il faut attribuer ça? C'est qu'en championnat de France, il y a beaucoup de fois, c'est je monte la balle, boum, je dégaine, et je repars de l'autre côté, la même chose, et ça n'arrête pas. Alors qu'en Euroleague, les équipes, elles travaillent. Et paradoxalement, quand vous regardez les deux matchs côte à côte, et on a la chance d'avoir pu le faire, puisqu'on préparait jusqu'au mercredi ou jeudi l'Euroleague, puis après le championnat, paradoxalement, les équipes en Euroleague vont plus vite pour contre-attaquer. C'est-à-dire que ce qui est exceptionnel, c'est cette cassure et cette maîtrise du rythme. C'est-à-dire que d'abord, comme le repli défensif des équipes est très performant en Euroleague, pour arriver à se procurer des paniers faciles, il faut être encore plus performant. Il faut aller très vite. Dès que vous gagnez la balle, il faut partir comme des fusées. Et puis surtout, il faut jouer large, il faut exploiter. Mais quand il n'y a pas exploitation, c'est pas grave. On sait qu'on a un autre moyen de scorer, on va s'en donner les moyens. Mais on ne joue pas à la roulette russe. On ne tente pas le diable. Ok, l'adversaire a bien replié, il a le droit. Il a le droit d'être bon, il a le droit d'être performant. Mais maintenant, on va le faire travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la zone, c'est le même principe. Il faut avoir cette rigueur de façon à ce que l'adversaire travaille et puisse faire des erreurs. La zone, c'est une défense, en même temps, on le disait, hein, Pierre, défense de faible. Hein, on l'a même interdite. Voilà. Donc, mais encore faut-il lui donner la chance de faire des erreurs, de commettre des erreurs. Si vous faites deux passes et que vous tirez, peut-être qu'ils seront en place. Mais si on se donne le temps, les moyens d'aller la travailler au cœur, c'est-à-dire mettre la balle intérieure, la transférer, la renverser, là on se donne les meilleurs moyens d'être performant. Alors je vais écouter vos questions, et puis après donc, je vais vous présenter deux petits systèmes qu'on fait, qu'on ne fait pas beaucoup pour l'instant, mais que j'ai fait en équipe de France cet été, donc qui reprend un peu ces principes-là, mais avec justement une mise en place différente, pour vous faire percevoir que après on peut faire 20, 30 systèmes, mais à chaque fois, il y aura toujours le respect de ces principes de base. Et après, donc ça veut dire que vous, si vous avez vos propres systèmes, vous pouvez les conserver, mais en y greffant quelques petits principes qu'on a vus auparavant. Donc d'abord, j'écoute vos questions, si vous en avez. J'avais une question sur la part short corner. Ouais. Le short corner, on avait les joueurs à 0 degré. Ouais. Techniquement, comment tu leur demandes ils sont effacés pour la passe ou ils engagent? Ils font pas effacer parce qu'ils sont déjà face. Ils attrapent. Ouais. Justement, c'est ça qui est important. Je ne veux pas qu'ils aient pivoté. C'est-à-dire qu'ils sont dos à la ligne de fond quand ils attrapent. Et après, s'ils doivent tirer, s'ils voient que le mec est loin, c'est un simple demi-pivot. Ils n'ont pas besoin de tourner complètement. Ils ont juste le pied gauche dans la passe. Hop, ils sont là. Et après, ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu. Pour la passe 0 degré, ouais. De l'éviter. Juste, leur mot pas de pivoter. Ah non. Ils peuvent aussi. Pivoter comme ça, ils veulent. Tu prends Campbell, par exemple, il a de la force. S'il manque de force, c'est pareil, ils vont pivoter. Après, ça dépend de la distance. Voir, on fait des exercices à l'entraînement, dans l'attrapé, les attrapés joués, au moment où la balle rentre dans les mains, déjà, le regard, il est placé ailleurs. Ça, c'est capital. Savoir où est le défenseur. C'est comme ça que tu vas pouvoir jouer avec lui. Si vraiment il se livre, des fois, tu peux feinter et puis partir. Tu n'es pas obligé d'être collé à la ligne de fond. Toi, tu peux être 50 devant. Et comme ça, si jamais tu vois que le mec est loin, tu peux encore engager. Ça, c'est pas... Mais par contre, ce qui est important, c'est au moment de la réception, tu sais déjà quelle est la situation. Alors que si tu es dos, et qu'après tu tournes, ce temps supplémentaire qu'il te faut pour lire la situation, elle va évoluer. C'est le principe de la défense de zone. Tu ne défends pas un endroit à un autre endroit, tu es en mouvement. Et donc il faut que dans l'instantané de l'attraper, tu saches déjà qu'il en est de la situation. Où sont positionnés les autres défenseurs. Alors comme en plus tu as l'avantage de savoir où vont être tes partenaires, normalement, si les mecs ont travaillé correctement, ils vont être à l'endroit requis au moment M. D'accord? D'autres questions? J'ai une question. C'est toujours le poste 4 qui est en bas, c'est là que tu as une ligne de fond. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des capacités des joueurs.
Là, c'est parce que Eric Campbell est un formidable. Parce qu'il connaît toutes les positions, il connaît les transferts, et puis surtout, il est très explosif. C'est mieux d'avoir un joueur explosif pour finir. Quand la balle arrive au milieu, par exemple, sur la petite passe supplémentaire, c'est mieux d'avoir un mec qui puisse finir très fort, parce qu'autrement, tu peux considérer que le mec du milieu puisse arrêter la balle et revenir contrer, ce que font certaines toiles. Par exemple, le Cibona Zagreb, c'est leur principe sur la défense de zone au milieu. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas complètement la balle au milieu. Voilà. À ce niveau-là, le joueur du milieu, quand la balle arrive là, il le prend en charge, mais il ne se jette pas sur lui pour ouvrir le fond. Il reste un peu dans l'intermédiaire. Il veut qu'il tire en fait. Donc s'il tire, s'il monte en suspension pour tirer, là il va le gêner, il fait 2,10 m. Et si par contre tu fais la passe tout de suite en bas, sur un pas il va venir courir. Donc tu as intérêt à avoir un mec qui peut monter un peu plus haut que le bas de la planche. Parce que sinon la balle reste sur la planche. Et ton poste 5, quand il est en bas, il n'a pas tendance à aller plutôt presser naturellement? Quand il est en short corner, ouais. tu veux dire? Ouais. Mais de toute façon c'est short corner. Il faut bien comprendre ce que j'ai expliqué, je ne sais plus qui était à l'intérieur, c'était toi. Hein. Christian Kangour, il a commencé à sortir, mais je ne veux pas. Si tu sors, tu n'as pas. On va y revenir après de toute façon avec le système 1. Quand tu n'as pas la première passe, soit sur l'intérieur du bas, soit sur l'intérieur du haut, tu transfères. Toute l'articulation de l'attaque vient du fait que lorsque tu vas transférer, lui, quand il va aller de l'autre côté, il n'y a plus personne qui peut le défendre, parce que celui-là est sorti. Si jamais tu sors là et que tu n'as pas la balle, déjà, ce n'est pas une position intérieure, ça. Et après, lui, il aura le temps de revenir. Alors que si tu es au bord, si tu vas vite, c'est impossible. Donc il faut vraiment... Short corner, c'est vraiment à la limite de la raquette, pour ne pas être en 3 secondes. Mais jamais... Alors après, une fois, l'exception, c'est qu'une fois, tu vas sortir sur une surcharge. Si tu as fait sortir le joueur du fond, que l'ailier est la balle là, là tu vas sortir pour un tir en moins dans le corner, une fois. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est mettre la balle intérieure, sur une de ces deux positions. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment rester... Alors pourquoi je te dis que ça dépend? Parce que au championnat d'Europe, nous on jouait souvent avec Boris Dio, en 4, qui jouait haut. Parce qu'ici, on met le joueur qui sait faire le plus de choses. Le joueur qui est en haut, c'est un meneur de jeu. Quand il attrape la balle, là, il transfère, toutes les passes, là, il faut de l'habileté. Donc c'est mieux d'avoir un joueur, nous c'est plutôt Ali qui est là, parce qu'il sait faire beaucoup de choses, parce qu'il peut tirer, il peut partir en dribble, il peut lâcher les ballons. C'est très, très, très dépendant des caractéristiques des joueurs. Oui, à quel moment le Jean-Bart prend le deuxième sur le transfert? Alors écoute, normalement quand la balle va de l'autre côté, il peut des fois anticiper, il ne sera pas en 3 secondes. C'est-à-dire que quand elle revient au milieu, on peut très bien envisager qu'il soit sous le cercle. Et après qu'il rebouche, si elle rebouche par là, elle va revenir par là, c'est presque le mieux d'ailleurs, ce que fait Eric. Comme ça, tu es en avance. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est sortir trop. Et oui, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, si tu veux, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les joueurs, la zone, moi ce que j'aime dans la zone, la taille de zone, c'est que c'est là qu'on voit les bons joueurs de basket. Ceux qui comprennent tout. Parce qu'il y a beaucoup plus de données à intégrer et donc à traiter, d'informations à traiter pour les joueurs. Donc il faut vraiment avoir un grand joueur de zone, par exemple, c'est Laurent Forest. Un grand joueur de basket, parce qu'il comprend tout, parce qu'il voit tout avant les autres. Et dans ces données-là, il y a ce que j'appelle les temps de vol. Donc, une notion malheureusement qui n'est pas assez valorisée dans le basket français, mais les temps de vol, c'est quand la balle va d'un joueur à l'autre. La défense moderne aujourd'hui, c'est l'utilisation des temps de vol pour se replacer. Tu regardes des matchs, tu dis encore, je vais encore faire la comparaison au championnat de France Euroleague, c'est toute la différence. Quand la balle est en l'air, c'est là où il faut... Tu vois, toutes les notions d'aider à reprendre, par exemple, c'est capital. Si tu sautes à la passe, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais vous allez comprendre deux joueurs. Là, il y a un joueur là, voilà. Tu te mets ici, là, et toi, tu viens là. Tu vois, il fait la passe. D'accord? Je ne bouge pas, il pénètre, tu bouges par là. Et je viens aider.
foutu mort. On est d'accord? On est d'accord? D'accord. Maintenant, fais la passe. Là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là déjà? Déjà, je le dissuade de pénétrer, parce que je suis déjà dans l'intervalle. Et maintenant, il bouge par là. Je bouge avec. Voilà. La seule différence entre les deux défenses, c'est que dans l'une, je n'utilise pas le tangle. Dans la deuxième, je l'utilise pour me repositionner. La zone, si tu veux, c'est ça puissance 10, puisque tous les défenseurs peuvent bouger, mais c'est vrai pour la table aussi. C'est-à-dire que si tu joues que balle en main, t'es mort. C'est ce que la défense veut. Le secret de la bonne attaque de zone, pourquoi j'ai insisté sur les positionnements par les intervalles de non-alignement, c'est pour te permettre une circulation de balle qui va justement contrer le repositionnement des défenseurs. Donc c'est très important, effectivement, que pendant les temps de passe, tu sois déjà en train de bouger. Si tu bouges qu'après, la zone va bouger avec toi. Et si tu veux, là où c'est le plus important, c'est pour les deux joueurs intérieurs. Quand la balle est transférée là, tu as le joueur du fond qui est ici, tu es d'accord? La balle va là-bas. Il va rentrer. C'est un bon défenseur, il va rentrer. La balle traverse, il va continuer à rentrer. Mais s'il 4, ici, dès la première passe, il a bougé un peu là, et dans la deuxième, il est déjà arrivé là, c'est impossible que l'autre soit venu jusque-là. Donc ça veut dire quoi? Bon, ici, comme la balle est transférée, celui qui est là, il va être obligé de sortir. Le grand, il va défendre en haut, lui, il va être tout seul. Il va rester en bas, lui, il va être tout seul. Mais tout ça, il faut que ce soit coordonné. Voilà. Là, c'est un mot important aussi, je ne vais pas utiliser encore. Coordonner justement les mouvements, indépendamment, je dirais, d'une recherche individuelle d'espace par rapport à la zone. C'est-à-dire que chacun pourrait avoir une démarche intelligente pour aller jouer dans un espace qui soit cohérent. C'est moins intéressant que de savoir ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, amener la balle à l'un de ces deux joueurs en intérieur. Après, c'est des principes de jeu tout simples. Là, je vous ai montré avec le joueur du bas, c'est les mêmes principes qu'on a sur Mahon de positionnement. Balle en ligne de fond, un mec au corner, un mec au milieu. Voilà. Balle au milieu, transfert, chercher en bas. Parce qu'on sait que quand on amène la balle là, de toute façon la zone est presque lente. 1, 2, 3, quand tu amènes la balle juste sous la ligne des lancers francs, après c'est que de la qualité du joueur, c'est plus du travail tactique. Le travail tactique, il permet d'avoir cet avantage. Une fois que cet avantage-là, il est acquis, après il faut le faire prospérer. Après c'est la question que tu viens de poser, justement, c'est-à-dire quel joueur tu mets là? Celui qui sait faire le plus de choses, au milieu. Celui qui sait en faire le moins, en bas. Et ça, c'est valable sur homme à homme et sur zone, à savoir placer les joueurs dans leur domaine de compétences. Ils ne savent pas tous faire la même chose. Que ce soit à notre niveau ou au vôtre, c'est la même chose. Vous avez tous des joueurs, et ça, je peux vous donner d'autres exemples dans d'autres domaines. Et c'est votre travail de coach de l'évaluer et de l'exploiter. C'est important. Quand vous êtes bien sûr de certaines choses, sur le pick and roll par exemple. Sur le pick and roll, mettez les shooters en bout de chaîne. On l'avait déjà vu l'année dernière. Je crois que j'avais fait un truc sur le pick and roll. Je vous l'avais exprimé. Et par contre, juste devant le pick and roll, la première passe après le pick and roll, mettez le mec qui prend les bonnes décisions. Voilà. Si tu as Laurent Foirest et Ben Dewey, et que tu as un pick and roll à l'opposé, mets Laurent Foirest en haut et Ben Dewey en bas. Et pas l'inverse. Parce que lui, très vite, Laurent, quand il va frapper la balle, il saura s'il faut donner au piqueur ou s'il faut faire la passe au... Ben, lui, au bout de la chaîne, il te mettra le panier. Voilà. Donc, et ça c'est le même système. Hein. Après, c'est l'utilisation que tu en fais avec tes joueurs. Et c'est valable à tous les niveaux. Et donc, c'était la question que tu as posée, et très juste. Hein. Le mec qui est au milieu, il faut qu'il ait vraiment un bagage technique. Je vais vous donner donc des exemples, je vais le corroborer ce qu'il a dit. Donc on a joué la Turquie pour la qualif au mondial l'année dernière, et en première mi-temps, donc il nous faut des zones, et on n'y arrivait pas. Parce que je pouvais passer mes intérieurs au fur et à mesure. Et bon, elle n'était pas facile, elle était très haute, elle abandonnait le poste haut. Voilà. La spécificité de la zone de Tanjevic, c'était que les deux arrières étaient au-dessus de la ligne à 3 points, et que les 3 grands étaient donc, au niveau du bloc, là, un peu devant le demi-cercle,
pour justement, et il ne souffrait pas de la ligne de fond. Parce que comme il faisait 2-12, 2-13, même quand la balle arrivait ligne de fond, il se tournait et hop, il mettait les mains à la planche. Et donc il n'y avait pas moyen de passer. Donc c'était un vrai souci. Par contre, il y avait un trou énorme au milieu. Mais nous, tous les intérieurs qu'on a mis en première mi-temps, il n'y en a pas un qui était capable de faire tous ces transferts de balles et tout ça. Et à la mi-temps, on a parlé avec mes assistants, et moi, je leur ai dit de toute façon, il y en a qu'un qui peut le faire. Donc on n'a pas le choix, c'est Boris. On a mis Boris à cet endroit-là, et après, comme par hasard, tout est devenu facile. Il a eu la balle, il a transféré à l'opposé, on a mis des tirs à 3 points, après ils sont été obligés de monter sur lui, il a fait des passes au fond, on a dispatché en ligne de fond. Pour un joueur, le système c'était le même en première mi-temps qu'en deuxième. La seule différence, c'est la qualité du joueur qui sait faire ça et qui ne sait pas le faire. Donc après, quand vous placez une attaque de zone comme ça, donc là on vient dans la deuxième phase, il faut apprendre aux joueurs, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui viennent voir des fois les entraînements du matin et tout ça. On fait souvent des échauffements, attraper, regarder, transférer. Toutes ces actions-là, il faut les développer chez les jeunes joueurs, mais chez les joueurs moins jeunes. C'est-à-dire que nous, ils ne sont pas très jeunes et il y en a qu'on a encore besoin. Vous prenez Victor, par exemple, je pense qu'il ne l'a pas fait beaucoup avant. Et donc, lui, il avait tendance à attraper, hop, il a poussé par terre. Octavio da Silveira, hop, par terre. Non, j'attrape, je regarde. Après, je joue. Attraper, après, je joue. Et ça se développe. C'est-à-dire qu'au service de ton attaque de zone, tu vas mettre en place des exercices qui te permettent de le réaliser. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. D'autres questions? J'aimerais. Comment on va passer à la suite, mais je pense qu'il devrait y en avoir quelques autres encore. Pierre? Non? On a fait le tour? Sur leur côté, on a des surcharges et des coups. Ça, tu peux. Après, c'est des systèmes. Moi, ça, je te dis, c'est vraiment la position basique, fondamentale. Donc après, tu peux très bien imaginer mettre des fois des surcharges. Ça, c'est des systèmes, mais il n'empêche quand même que ces principes-là resteront valables. Hein? Donc simplement, quand tu fais des systèmes où tu as des surcharges de déplacement, il y a des choses qui sont importantes. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite avant de vous montrer le système 1. En dernière partie, je vais vous montrer le système 1 de l'Asvel et de l'équipe de France. 2 joueurs encore ici. Deux extérieurs. Tu vas venir, on va jouer extérieur. Devant. Pas extérieur. À l'aide ici. Tu viens en surcharge. Toutes les situations de surcharge. Quand tu as un joueur, mets-toi ici. Dans ces situations intermédiaires, l'exploitation de situations intermédiaires, où le joueur du fond, ici, tu défends sur lui, c'est le joueur du fond. Et moi, je suis le joueur de devant. Sur la 2-3, vous avez des 2-3 où le joueur ici va juste sortir pour me donner le temps de remplacer. Ça, c'est la 2-3 la plus classique. Il y en a d'autres, au contraire, où le joueur sort et celui-là reste. Ça, c'est ce que vous définissez, vous, au départ. Je ne vais pas dire que l'une est meilleure que l'autre. Simplement, la classique, c'est remplacer, et la non classique, c'est rester sur ses positions. Mais ce qui est important, c'est l'intelligence de jeu de ce joueur-là. Ça, c'est pareil, c'est des principes de base fondamentaux. Quand lui reste longtemps, ce qui est intéressant, justement, c'est de dribbler, un petit peu. Pas un dribble agressif pour transpercer, un dribble qui va me donner l'information de savoir comment ils organisent la défense. Et là, de deux choses l'une. Ou bien lui insiste et reste sur son joueur, auquel cas, l'intelligence de jeu commande de jouer en arrière. Ou, au contraire, alors, des fois, les positions intermédiaires sont bien. Ou au contraire, quand tu commences à dribbler, il se passe les joueurs, c'est-à-dire que lui va rentrer et moi, le deuxième, je vais venir. Dans ce cas-là, l'intelligence de jeu, elle commande de jouer en avant. Et ça, c'est des principes qu'il faut enseigner aux joueurs. Ça ne dépend pas du système. C'est de l'intelligence. Et vous voyez certains, c'est-à-dire que c'est la situation, par exemple, où il y a la surcharge, justement. Vous avez des joueurs qui sont là, qui sont marqués par le joueur du fond.
il y a le mec donc, qui arrive au corner, et ils sont comme ça, ils regardent, et donc au moment où ils vont faire la passe, l'autre il revient, et il n'a pas d'avance, et puis vous avez le mec très intelligent, et au moment où l'autre est en train d'arriver, il fait un dribble dans cette direction-là, si jamais il le suit, ça va ouvrir de façon définitive pour le gars qui arrive au corner, et si au contraire, lui il repart comme un fou et que l'autre arrive, là il va dire celui-là, et ils vont jouer à l'opposé, et c'est à l'opposé que le décalage va être fait. Ben ça, c'est pas un système, hein, et contre la zone, ben, toutes ces petites choses-là, elles font que votre attaque de zone, parce que c'est de la fixation, de la mobilisation. C'est-à-dire que c'est pas que de l'enchaînement de passes. Il y a aussi tous ces temps faibles d'observation par rapport à ce que vous connaissez. Vous voyez, ça c'est aussi très important. On va se replacer à nouveau, donc les 10 joueurs, et on va montrer donc, la première partie sur un système particulier, où vous allez retrouver les mêmes principes. Donc on va se faire placer, un deuxième arrière ici, là, deux intérieurs bas, pour commencer, en forme de diamant. L'intérieur bas, c'est le bloc dans l'autre sens, comme pour faire écran, mais sous le cercle. Donc on peut démarquer d'un côté ou de l'autre, la balle est d'abord du côté de là, donc là, vous voyez, on commence, plutôt que de commencer à l'arrêt, comme au début, on commence avec une mobilité pour essayer d'exploiter un démarquage. Peut-être qu'il y aura un bon écran et qu'on aura un temps d'avance, mais en tout cas déjà pour faire bouger la défense. Et à partir de cette situation-là, on va retrouver pratiquement la même chose, à savoir que lorsque François il sort ici, systématiquement tu vas aller à ta position. Voilà, là il est allé bien. Comme pour un cœur, tout de suite il va aller là. Et dès que tu vas avoir reçu la balle là, tu vas attaquer l'intervalle, en fait tu vas attaquer le défenseur là. Ici, tu vas l'attaquer, toi tu vas te déplacer, voilà. Et tu vas attaquer, il va t'arrêter, comme c'est une zone, il va t'arrêter, pour faire la passe en fait, pour faire un décalage. Et dans ce décalage, toi tu seras déjà monté ici, tu seras un peu monté là, dans ce décalage, tu vas venir faire un écran sur ce point. Et si jamais cet écran, il anticipe vers le haut, tu oublieras ton écran et tu viendras dans l'intervalle ici, qui est informé. Vous pensez qu'en général, il sera plutôt ici, et donc l'écran te permettra de faire cette passe. Et dans cette passe, on aura. Qu'est-ce qu'on aura? Tu seras déjà arrivé, tu n'auras pas attendu. Hein. Entre ces deux passes-là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu seras déjà en train de venir. Donc on recrée la même situation. Sauf qu'on a fait déjà défendre un peu au départ. Au lieu d'être à l'arrêt, dès le départ, il y a à défendre. Et revenez, qu'est-ce que ça veut dire, il y a à défendre? Ça veut dire que si par exemple il défend très à l'intérieur, là je vais vraiment mettre un gros tampon, et quand je vais sortir, là ici, peut-être que je vais avoir un temps d'avance, qui est donné la balle, peut-être que quand je vais pénétrer, toi tu vas être ouvert, si lui est en train de faire la sieste au lieu de la raquette, je peux déjà avoir tout de suite une situation très favorable, d'accord? C'est juste pour faire défendre. Mais on a la même chose, d'accord? On a la même chose qu'avant, on recherche la même chose. L'objectif, c'est cette recherche de jeu intérieur, et après d'enchaînement, d'avantage, de faire prospérer l'avantage. Hein, donc là, tu pars vers le milieu, tu vas bouger, au moment où il y a la passe, tu fais l'écran fait, et tu la donnes, ouverture, et donc là, on enchaîne. Quand tu as la balle, pareil. Et à l'opposé, tu as François qui est déjà ouvert, ou peut-être à l'intérieur. D'accord? Replace-toi ici. Si jamais il passe. Si jamais de la même façon, c'est un jeu en lecture. Il arrive parfois. Le démarquage, il doit nous servir à avoir un avantage. Donc là, vous avez vu la première fois, mais après les défenseurs peuvent prendre de la place, prendre de la place. Là, ouvert, il y a un peu plus de côté là, devant, il défend la balle. Un joueur sur la balle, un peu plus à l'intérieur. Ça, c'est des choses qu'on voit. François, il a un choix de démarquage. Voilà. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, on met le joueur adéquat,
Là, il faut mettre un mec qui bouge, qui se remue. Et il y a du pif. Donc observez, c'est-à-dire que si je vois par exemple qu'il est déjà en anticipation pour défendre mon spot, qu'est-ce qui va se passer? Quand François va recevoir la balle, il va le défendre tout seul, tu vas pouvoir te décaler, et toi tu ne vas pas faire d'effort pour venir. Donc il n'y aura pas de décalage. Donc c'est pas intéressant. Tu vois, si par exemple il est vraiment en train de défendre ici, c'est pas la peine que François aille là. Il faut au contraire qu'il ait de l'observation. Donc il a deux façons d'observer. Soit il va sortir dans le corner, là, et s'il sort dans le corner, s'il sort dans le corner, il faut coordonner. C'est-à-dire que quand il sortait à 45, toi tu devais venir ligne de fond ici. S'il sort dans le corner, il faut que tu ouvres les perspectives pour François. Si tu restes là, bon, peut-être il aura la balle, il va revenir, lui il va venir sur toi, aucun intérêt. Alors que si en même temps qu'il sort dans le corner, toi t'es placé, reviens ici. En même temps qu'il sort dans le corner, tu vois là qu'il sort dans le corner, donc tu as regardé, hop, tu passes en zone intermédiaire, derrière le défenseur, peut-être qu'il va venir, mais s'il vient, quand la balle va arriver là-bas, la ligne de fond va être dangereusement ouverte. J'espère que tu ne vas pas attendre 2 secondes pour y aller. Là, ça ne va pas être facile de revenir. Donc là, déjà, la mort subite. Déjà, pratiquement. C'est pratiquement mort subite. Déjà, première coordination. On donne la balle. Et puis la deuxième chose, c'est le même principe, ce dont on a parlé avant. C'est-à-dire que s'il est en anticipation ici, il ne défend pas un joueur, il défend une zone. Il défend une zone où il pense, à juste titre, qu'un joueur va arriver rapidement. Connaît. Donc son idée à lui, c'est d'anticiper le déplacement de François pour ne plus qu'il y ait de temps d'avance. Donc en y allant, je favorise ses dessins, son plan. Mais si je vois ça et je feinte et que je sprint de l'autre côté, momentanément, la défendra 4 ou 5 joueurs. Parce qu'il ne défend plus personne. Tu défendais dans une zone où il n'y avait personne. Tout simplement, quand tu arrives ici, François, tu vois ça, tu changes de rythme et tu sprints de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose. Ça paraît compliqué pour lui d'anticiper. Il y a quand même un niveau. Il va certainement attendre, il va se positionner évidemment. Et dans ce cas-là, pendant le transfert, il va à la là, on a la même chose. Là, tu prends l'intervalle, là, tu passes la balle, là, tu joues. Et en même temps, tu repars en bas. Voilà, c'est la ligne de fond. Et ça marche très très bien. La deuxième solution aussi, celle-ci encore mieux. Mais ça sous-entend quoi? Que les deux joueurs ici, le ballon, c'est pas ta propriété personnelle, c'est-à-dire quand il repart de l'autre côté, il ne faut pas la garder, il faut vite l'envoyer, surtout quand ces passes-là sont souvent autorisées, donc on peut les faire sans contrainte. Donc il ne faut pas hésiter à la faire bouger la balle. Et ça sous-entend que les grands, vous soyez au service du joueur qui se démarque. Et le dernier point, ça sous-entend qu'on mette un mec qui bouge vite. Si on met un mec un peu paresseux, qui n'a pas envie de se démarquer, ça ne marche pas. Là, il faut mettre un Bendover, un Koskis. Les mecs n'ont pas peur de les faire dans les allers-retours, c'est pas... Et qui regardent, qui lisent. Puis après, il faut observer ici. D'accord? Et puis surtout, il faut être ensemble. C'est-à-dire que le joueur qui est là, il n'est pas là juste pour faire un écran, et à chaque fois descendre en bas. Donc il regarde. La situation de l'écran n'est pas très importante. Si lui a déjà anticipé là, par exemple, vous n'allez pas bloquer le pivot. Simplement, c'est coordonné. Il va au corner, j'attends qu'il y aille, hop, j'observe le trou. Tout début. Parce que si je le fais trop vite, bah, lui, il va défendre. Mais lui, pour l'instant, il est encore en train de regarder ce qui va se passer. Donc j'attends vraiment qu'il y aille. Au moment où il va y aller, hop, distance. Et qu'est-ce qu'on a dans cette situation-là? Bah, à nouveau, des espacements qui sont cohérents, c'est-à-dire avec de la place à défendre, où un mec ne peut pas défendre 2 joueurs. Il ne peut pas défendre 2 joueurs. Si sur cette même situation, quand il va au corner, je fais ça, c'est ridicule. Parce que oui, alors peut-être, comme il est là, peut-être il pourra attraper, shooter. Mais il va revenir, il ne va pas rester là dans la passe, il va redescendre. Et donc si toi tu ouvres là, ton adversaire va être derrière, on va vraiment pas avoir grand-chose. Tout de suite, la défense va être ajustée, adaptée. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut l'éviter absolument. La défense, il faut lui
poser des problèmes d'adaptation, d'ajustement. Et après, bien sûr, c'est un enchaînement de passes. C'est-à-dire qu'après, il faut observer. Il faut que tu observes où est-ce que c'est le mieux de jouer. Hein, quand tu as la balle là, s'il ne pénètre pas, peut-être qu'il faudra jouer là, ou la ressortir vite, repartir de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais tout ce travail de démarquage doit permettre d'obtenir la première situation. D'accord? Vas-y, on fait l'autre. On va voir, faites-le doucement, défendez, et on va corriger. On va voir si vous avez bien compris. Pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà déjà. Vous voyez, là c'est tout inversé. Ta sortie n'est pas bonne. Parce que ta sortie, tu vois, si tu sors là, c'est soit là, soit là-bas. Là c'est dans l'alignement de ton joueur. Là, tu es entre les deux. Donc il y a une incertitude. Et quand tu fais ton premier drill, on peut penser que lui va venir défendre sur toi. Puis s'il ne vient pas, tu vas aller loin. Puis à un moment donné, le grand, il va venir. Tu vas faire la petite passe en bas. Il va venir, c'est de la zone. Ils vont venir. Allez, vas-y. Allez, encore. Enchaînez les actions. Regarde l'écran, fais l'écran. Touché. Ouais. Après, ouais. Pas mal. Dans la compréhension, c'est très bien. Après, l'exécution, c'est un peu on va faire entraînement demain matin à 6h. Allez, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pardon? Ça se terre, c'est sûr. On passe à terre, c'est sûr. C'est la meilleure. C'est celle qui couvre le plus de perspectives. C'était pas mal encore, c'est pas mal. Ton flash est insuffisant au départ. La première fois, François, il sort là. Il t'a permis à ton défenseur central de défendre facilement. Il faut vraiment, comme si de rien n'était, et au moment où tu vas, tu demandes la balle. Même ici, c'est parfait. Si tu attrapes là, face, hop, au fond. Ah, mais il faut vraiment que tu fasses une différence. Là, tu n'y as pas cru. Là, tu t'es juste tourné. Très bien. Voilà. Hop, regarde. Voilà. Pas mal, c'est pas mal. L'intérieur encore. L'intérieur, cherchez l'intérieur, même plus haut. Encore de dos. L'intérieur. C'est pas mal du tout. Hein. En fake. Il y avait la passe intérieure. Ouais. Petite passe, là, il était tout seul. Il n'était pas marqué. Allez, encore une pour les verts. C'est pas mal. Voilà, là. Pas mal. Très bien. Passe, voilà. Ok, les jaunes, à vous. C'est pas mal dans la circulation. Bon, alors là, vous voyez, arrêtez-vous juste 30 secondes. Ils sont complètement dans les principes de ce qu'on cherche. Circulation de balle. Après, il faut être basketteur. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement en train de vouloir réaliser ce que je vous ai montré et demandé que vous en oubliez de jouer. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, il y a des temps d'avance, il faut regarder le panier, il y a deux défenseurs qui arrivent, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est lui, il faut dribbler dans les intervalles, hein, ce que je vous ai dit au début. Pour commencer l'attaque, on mobilise un seul défenseur, mais après, dans les transferts, va dans les intervalles. C'est-à-dire que c'est toujours très bon, c'est la taille de zone. Si j'attrape la balle et que François est en retard et que toi tu n'es pas encore là, si je peux venir là, petite passe, à l'opposé, ça il faut le faire. Alors que là on fait que de la passe à 10, comme si on avait interdit le dribble. Mais cela dit, il peut y avoir des très bonnes attaques de zone sans aucun dribble. C'est pas un reproche, mais simplement être plus dangereux. Triple menace tout simplement.
Parfait. Derrière. Garde en bas, prends son temps. Non, stop. Là, la sortie, elle est impossible. Parce que vous êtes dans l'alignement. Vous êtes aligné. Lui, il a tout curlé. Donc il vient, là, c'est normal. Toi, tu peux être un peu plus haut. Là, le bon intermédiaire. Exactement là, exactement. Pour venir là, pour qu'il puisse venir. Si jamais c'est celui du fond qui vienne, pour passer la balle directement au grand. Allez, vas-y, on y va. Voilà, très bien. La compréhension, c'est parfait. Denis. Ça a failli ne pas marcher. Dimitri, parce que Dimitri, lorsqu'il l'a attrapé, tout de suite, il a regardé les passes. Alors qu'il avait un temps d'avance, et François, il n'est pas venu sur lui. Normalement, dans cette situation-là, tu as là-bas, il était en train de revenir, et hop, il s'est arrêté dans la passe. S'il s'arrête dans la passe, c'est un tir. Donc il faut le faire venir. Il faut au moins que tu regardes le panier, là il va venir, et là tu pourras faire la chose. D'accord? Allez, vas-y. C'est de la zone, mais c'est surtout du basket. C'est-à-dire que là, il y a un écran, il est à l'intérieur. Normalement, le plus souvent, le défenseur, il est déjà là. Alors, donc, la question ne se pose pas. Mais là, en l'occurrence, il est à l'intérieur. Et au moment où tu passes, il passe par en dessus. D'accord? Il passe par en dessus. Est-ce que tu as des chances d'être le premier là-bas? Alors, au moment où il passe, là, tu peux écarter, on a dit tout à l'heure, entre les deux. D'accord? Là, dans cette zone-là, c'est parfait. Parce que là, forcément, s'il fait ça, déjà, toi, tu vas être tout seul, probablement. Et toi, tu peux l'être aussi. Et puis, si tu ne l'es pas, lui, il sera en retard. Et donc, ça ouvrira la ligne de feu. Donc, il faut que tu observes. La lecture de l'écran est déjà importante. J'ai une question. Vas-y, pose-le. Quand Philippe il ressort à 45 et Nicolas il flash en bas, s'il reçoit la balle, qu'est-ce que tu fais? Je viens? Toi, tu es déjà monté. J'ai monté. Donc, alors, si la balle va à l'intérieur, tu viens te montrer automatiquement. Quand la balle est là-bas, le plus souvent, il va dribbler pour fixer Loïc. Si jamais Loïc reste là-bas, tu vas attendre un petit peu. Et si jamais il pénètre, tu vas pas bouger. Et s'il pénètre pas, des fois, tu peux même venir au milieu. D'accord? Et par contre, si la balle, elle arrive au deuxième rang, tout de suite, tu plonges. Tout de suite, lui, il va glisser. Principe de base. Déjà, lecture de l'écran. Voilà, et non. S'il est un peu entre les deux, tu ne sais pas, ton objectif, c'est pas d'aller entre les deux, c'est d'aller vers lui, pour qu'il t'arrête et décaler ton partenaire. Et après, le décalage va être profitable. Vas-y, on y va. Allez. Ça y est, je crois que tu pouvais la faire. Vous avez préféré la mettre par terre à chaque fois. Là, non. C'était facile. Hein, là ils jouent bien, les deux grands, ils sont bien coordonnés, ils jouent bien ensemble. C'est à vous de les regarder. Et pas seulement celui qui est ligne de fond. D'abord celui qui est au poste haut. Regardez encore les uns
autre chose s'il n'y a pas la passe intérieure. La passe intérieure, et là, c'est pas facile parce que la zone est assez compacte. Vous n'avez pas trop peur de leur tir, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être plus facile des fois. Mais malgré tout, il y a quand même des options. Soyez concentrés dessus. On y va. Voilà, on verse. Stop. Ah, le ballon ici. Remettez-vous à la position. Il est sorti au fond. On va poser la question. Regardez bien. Comment est-ce qu'on bouge? Et là, bouge. Si la sortie est une sortie curl à l'opposé, on va monter, on fait avec l'entrée. Si au contraire, il y a ligne de fond ici, le premier grand côté ballon vient dans l'intervalle, dans la raquette, sous la ligne de lancer franc, et là on va bouger sans écran. C'est-à-dire que quand il a la balle, c'est toujours pareil. Quand il a la balle, il va faire face, tu bouges dans le dos, et toi tu bouges dans le dos. Donc il fait qu'est-ce qui va se passer? Comme la balle elle arrive là, lui il va regarder le ballon. Quand lui va partir dans le dos, il va partir là, il ne pourra pas défendre. Souvent il va venir avec l'intérieur, et donc le transfert va être complètement ouvert. S'il reste là sans se bouger, il faut coordonner ça. C'est le même principe. Bon, c'est tout bon, impeccable. Là, tu vas jouer à l'opposé, ils vont déjà être déplacés. Ils vont courir. Et ça, on va l'exploiter. Il va venir, il va partir au fond. On va l'exploiter. C'est pas pareil. Allez, on y va. Encore. Ok, ça remonte, voilà. Regardez, 2 erreurs. Puis après son écran fait, il va jouer dans la zone de jeu au deuxième rang. Juste. Ça fait un bon écran. Hop, si tu fais venir le grand, il rend bien, ça va coordonner les mouvements, ils vont jouer le jeu. S'il n'y a pas la solution la première fois, on part vite à l'opposé comme ça fait. Et observe. Là, quand tu fais ça, ton copain automatiquement il plonge et lui automatiquement il s'en va plus. Si nous laisse normalement, effectivement, quand tu fais l'ordre, ça c'est quand il va la recevoir. Là, il n'avait pas la recevoir parce qu'il avait anticipé. Il n'a pas défendu en autre. Là, il est venu contester. Donc ça fait quoi? Bien, tout de suite, hop, dans le trou, hop, pivoter, bouger, voilà. Réflexe. D'accord? Allez, on y va. Enchaîne, je suis, ça c'est bien joué à l'opposé. Encore position. C'est pas mal. C'est pas évident, c'est bien à la balle. C'est là. C'est un truc vert. Allez,
J'arrive toujours dans le dos. Quand la balle est transférée, tu dois déjà être de l'autre côté. Au milieu. Là, si tu restes là, tu prends ta balle. Lui, il faut défendre. Si tu viens là, que lui est déjà sorti là-bas, que lui, il est obligé de venir là, après, quand on fait une skip, c'est gagnant. Si toi, tu restes là, tu t'empêches d'avoir la balle intérieure, la balle est là, alors on va la voir, qu'est-ce qu'il va faire pour la passe? Il faut vraiment que tu sois au ballon, que tu sois coordonné avec le mouvement de la balle. Pourquoi c'est pas bon? Oui, c'est tout simplement, vous êtes alignés. Donc il faut défendre de mail. Voilà, il y a l'opposé. Voilà, après, on sort tout de suite. Voilà, position, oui. Excellent. Voilà. C'est pas loin d'être parfait, sauf techniquement la fin. Ça, c'est un problème qui se travaille facilement. C'est-à-dire que quand on la passe ici, là, comme ça, tu peux jouer avec lui ou avec lui. Le mec qui est derrière, qui est tout seul, il n'existe pas. Ouais, si tu es capable d'attraper, de faire ça, là, tu vas le découvrir. Donc, vous voyez, c'est à quoi ça se joue, l'attaque de jeu. Vraiment, ce que vous avez fait les verts, là, c'est excellent. Toujours, il faut être accompagné. C'est une base, c'est une règle de base. Tu la reçois de là. Des fois, tu peux la recevoir de là. Si tu la reçois de là, tu es capable de faire ça. Pour voir ce qui se passe. Tu restes au palier. Voilà, très bien. Oui. Attention de ne pas tasser. Pas descendre trop bas. On va rester sur le terrain. Pardon. Allez. Bien, position, bien joué. Regarde. Dommage. Tu peux ressortir pour même joueur. Et tout seul, il ne le respecte pas. Normalement, il devrait. Là, il ne le respecte pas. Bon. Endoware 2 fois, ça le calme. Regarde. Allez, hop. Faut pas que la balle brûle les doigts. Il reste là. Si la balle arrive là, hop, tu plonges dessous. Tu plonges et toi, tu es tout seul à l'opposé. Donc il faut respecter ce moment-là. Si tu as décidé d'aller au corner, il faut essayer de l'exploiter. Après, tu peux ressortir la balle. Il a déjà anticipé ce qui est prévu. Le joueur ici, qui te gouverne, ce qu'on veut obtenir, c'est le transfert et la balle intérieure, d'accord. S'il est très tassé, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de sortir le joueur. D'accord. Et s'il est, là lui, en ce moment, il défend, la passe faite. Dans ce cas-là, il va même la défendre si tu viens comme ça. Il va te gêner. Tu lui fais croire que tu viens faire écran, et tu fais. Quand tu as la balle là, tu pourras faire ce passe-là. Tu vas ouvrir la vie. Peut-être que tu peux faire celle-là, la meilleure, ou celle-là. Non, ce qu'on veut, c'est l'obtenir, c'est ça. On veut l'obtenir. Donc s'il nous faut faire l'écran pour ça, on va faire. Donc on l'éviter, c'est important. Allez, on y va. Allez. Accepter qu'il me défende à 3 mètres. Tu n'es pas obligé de tirer, mais rien,
lancer franc. Même le dimanche matin, ça ne défend pas comme ça. Ça dépend. On va se faire, pas mal. Très bien, position. Excellent. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va s'asseoir. Dommage, elle est plus belle. François, si tu avais tiré sur le skip, là, c'était... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce système? Ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît bon, là, on n'a pas été très performant dans l'utilisation, mais je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. Mais déjà, vous étiez correct, on va dire, dans la compréhension des déplacements. Après les problèmes qu'on a rencontrés, c'est plus de l'exécution, puis le fait que la zone là, soit particulièrement hermétique. Hein. On sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de peur par rapport à la menace extérieure. C'était vraiment, vous avez identifié une équipe qui était très maladroite et vous n'avez qu'à protéger la raquette. Donc forcément, ça complique les choses, mais malgré tout, dans les déplacements, vous étiez plutôt juste. Alors, ce qui est important, donc, c'est vraiment la coordination, le fait vraiment que les grands bougent en même temps que la balle, et puis surtout, ne changent pas de zone d'évolution. Donc de façon très simplifiée, celui qui commence en haut va rester en haut, celui qui commence en ligne de fond va rester en ligne de fond. Il y a des mouvements de zone où il y a des inversions de poste haut et poste bas. Voilà, surtout pas. C'est vraiment dans les zones d'évolution, celui commençant. Et on ne sait jamais qui au départ. Sur ce système-là, ça dépend de la sortie, ça dépend de quelle sortie. C'est-à-dire que si on sort de ce côté-là en curl, l'intérieur de ce côté-là va être en bas, et si on sort de ce côté-là en flair, l'intérieur de ce côté-là va être en haut. Donc ça peut être inversé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc ça c'est un système donc, basique, normal. Donc, et sur la zone, il y a aussi les pick and roll. On va finir avec ça. Alors, je vais vous montrer notre pick and roll. Et notre pick and roll va recréer un peu la même situation, mais à partir donc là, du drive et de la création du meneur de jeu. On va s'y remettre. Je pensais qu'il y aurait des questions. Je n'aurais pas fait à Moi, j'en avais deux, trois. Voilà. Après, en termes d'apprentissage, c'est-à-dire de temps. Pardon? Parce qu'en termes de temps, au niveau de l'apprentissage, parce qu'il y a quand même de la coordination, il y a du timing, il y a pas mal de choses. Moi, je pense que ça peut aller très vite. Hein. C'est une Après, question. ça dépend du niveau des joueurs, hein. Ouais. Mais quand même, c'est quand même assez simple. Hein. Vous l'avez appris en un quart d'heure. Hein. Et tu t'en sers comme système de jeu Maintenant, oui, on l'a rajouté. Et après, On l'a rajouté celui-là. complètement, parce qu'il y a que des principes en fait. Ouais. C'est pas fait sur le Toujours, mais de toute façon, mais toutes mes attaques de zone. Enfin, short, il y a l'écran en plus qui ouvre un peu plus la ligne de fond, mais après on travaille que sur des principes. Pire. Nous, on ne travaille que sur des principes. C'est la base. Hein. Mais oui. Alors en équipe de France, on avait short. Pourquoi j'ai mis 1 récemment? Parce qu'en équipe de France, on avait short et 1. Et on avait du mal à faire short. Short, c'est celle avec les écrans en ligne de fond. Et 1, en équipe de France, ça marchait beaucoup mieux. Les joueurs étaient beaucoup plus à l'aise avec ça. Bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la même chose. Et tu mets pas plus de mobilité après pour tes extérieurs par exemple, tu les alternes pas, non, tu laisses comme ça. Sur short, ils croisent tout, donc c'est pour ça qu'il y a une différence là-dessus. Autrement, non. Ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Ce qu'il faut faire courir, c'est les défenseurs. Mais par contre, après, la différence, si tu veux, c'est quand ils attrapent la balle après le fed, là le mec, il ne veut que faire les deux passes aux intérieurs. Donc la défense peut se permettre de couvrir que ça. Alors que quand tu attrapes la balle, déjà, tu es dangereux. Donc tu fais sortir un joueur. Et à partir du moment où tu en fais sortir un, tu peux trouver. Là, les problèmes que vous rencontriez, vous les percevez, c'est que le joueur qui avait la balle après le fed, il n'était jamais attaqué. Parce qu'il ne regardait jamais le panier. Donc le b.a.-ba de la zone, c'est j'attrape la balle, je menace. Et comme je menace, quelqu'un vient. Et comme quelqu'un vient, il va y avoir une ouverture pour un de mes partenaires. D'accord? On finit avec le pick and roll. Vous allez voir, c'est un peu la même chose. C'est l'utilisation des espaces. Le porteur de balle, tu prends la balle. Tu prends ici en place, le pivot. Le pivot. Ici, numéro 4.
cales un petit peu. Voilà. Toi, tu descends un petit peu. Tu descends un petit peu au niveau du défenseur. Middle post, très bien. Très bien. D'accord. Et donc, là, on va trouver un avantage positionnel à partir de l'écran porteur. Donc, l'écran porteur, on est sur une position, on va le porter le plus souvent vers l'extérieur. Quand on va le porter vers l'extérieur, on va venir prendre cet intervalle-là, là, tu vas venir dans le dos. Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas voir un balle, le joueur qui est là, qui a peur, forcément respecté. Donc c'est plutôt le joueur du milieu qui va être obligé. Et donc là, tu vas venir vraiment dans le dos, coller à la ligne de fond. Si justement ça induit son déplacement, toi tu vas partir. Donc là, quel est l'intérêt du pick and roll? C'est que sur 3 ou 4 secondes, on pose déjà un problème d'ajustement. Si vous revenez cinéma en arrière, ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure, que ce soit défensivement, en défense, on ne veut pas être désajusté dès la première phase. Sinon on est mort. Si on fait que courir derrière l'attaque adverse, on est mort. En attaque, on veut essayer de créer ce décalage le plus tôt possible. Le pick and roll, qu'on appelle 0, là en l'occurrence, il permet ça. Là on a un shooter, et l'autre shooter à l'opposé. Donc le joueur qui est là, il ne peut pas lâcher le joueur. Il ne peut pas dire, ouais, il faut le faire. Il ne faut pas choisir, mais à ce moment-là, toi tu te présentes là tu peux rien dire. Souvent, au moins de penser, il respecte là. Donc cette position-là, c'est un tout. Si jamais lui il ne vient pas, qu'il reste sur son joueur, il va être agressif. D'accord? Mais le plus souvent, comme c'est zone, il vient là, le joueur. Pour les équipes qui défendent correctement, ils viennent effectivement, ils glissent avec ce joueur-là. Et là, dans le donc on cherche le transfert. Voilà, mais pas trop bas. Par rapport à la ligne lourde, on ne va pas se coller. Non, lui, il faut qu'il fasse un peu d'effort pour aller courir en bas. Toi, il faut que tu ailles dans le garde. Si lui descend à fond, toi, tu es derrière, prêt à armer. D'accord? Et lui, ça passe son cher en priorité. Et on le trouve plutôt pas mal. Après, les adversaires, quand il y a du scouting, souvent ils s'opposent à l'écran. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à faire venir de rotation, pas faire défendre le rang, ils essayent de défendre qu'avec ce joueur-là. Donc ils se mettent comme ça. Si nous on force le passage, on va par là, ils vont glisser. Les passes, là, ils vont glisser dessous, il n'y aura pas de rotation. Tout le monde sera avec un vis-à-vis. Donc pas intéressant. Donc nous, s'il y a refus de l'écran, c'est pas grave, on joue en lecture. Au moment où je suis plutôt en position Dimitri, là, j'arrive là, moi j'arrive, je viens faire l'écran. L'écran que j'étais supposé faire dans ce sens-là, là, je vais me mettre juste de façon à le mobiliser. Toi qui étais là-haut, tu vas quand même te décaler. Là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas, lui il va sortir, toi tu vas rester de nouveau. Après, toi tu vas faire pareil. Toi de cette position-là, tu vas avancer vers la ligne. Donc comme lui il va être obligé d'aller en bas, on avance. C'est même presque mieux. D'accord? Puis si jamais ça arrive, tu ne peux pas décider pour l'adversaire. Si jamais ils veulent glisser dans les passes, sur l'inversion d'écran, toi tu vas défendre, tu vas, et là tu vas sur le côté, ainsi de suite. D'accord? Donc à chaque fois, on a l'adaptation par rapport à leur défense. Ce qui est important, c'est la coordination, que les joueurs répondent juste. C'est-à-dire que toi, par exemple, si l'écran est sortant, il faut que tu viennes. Si l'écran est rentrant, s'il y a opposition, il faut que tu restes côté ballon, côté où la balle va arriver. C'est une lecture. Tu as deux choses à voir, et en fonction de ça, tu dois décider. Toi, c'est pareil, tu dois t'habituer. Si lui est à plat, il accepte l'écran, tu vas faire ton écran comme ceci. Si au contraire, il refuse, là, tu vas venir te mettre ni en écoute. Là, il va prendre l'écran.
ça, et après on retrouve les mêmes choses. Mais disons que ça a l'avantage de les jalonner rapidement. Après, ça dépend aussi de ce joueur-là, la capacité qu'il a à trouver des bonnes passes. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas induit de la même façon. L'autre attaque, elle a l'avantage de mobiliser plus de joueurs, alors que là, c'est souvent un joueur qui fait la différence. Allez, essayez pour voir. On y va. Là, vous voyez, il a vraiment répondu à la première chose qu'on avait eue. Après une passe ici à l'extérieur, je crois vraiment que c'est pesant. Changement. Allez, vas-y. Voilà. Et après, encore. Ouais, parfait. Oui. On n'avait pas de tireur, mais c'était bien. Pas mal. François, il est fait de allez. Voilà, tout de suite. Voilà, tout de suite. Non, stop. Redonne-lui la balle. Fixe. Là, ils sont lancés en fixe. T'as même pas besoin de dribbler. Au moins, regardez le panier. C'est un minimum. C'est la seule limite à l'accélération de la circulation. C'est qu'à un moment donné, il faut mobiliser les défenseurs. Sinon, c'est trop facile. Bien joué, tourne-toi. Très bien. Ok. Bon, vous avez compris, venez là. Vous avez bien compris, on va finir parce qu'après, il y a l'entraînement des pros qui intervient à 16h. Mais il y a eu deux choses très intéressantes donc, sur les deux dernières actions. Ça concernait une fois un joueur extérieur et une fois un joueur intérieur. J'ai fait une intervention pour le joueur extérieur, là vous savez, mobiliser. Il y a une autre chose après, qui est aussi centrale et fondamentale. Ça le concernait, je ne sais pas comment il s'appelle. Yacine. Voilà, donc qu'est-ce que c'était? C'est qu'à un moment, il n'était pas latéral. Pardon? Faire face au panier. Ouais, entre autres. Et C'est pas la seule chose qu'il a. aller côté ballon. Il était plutôt dans l'axe en fait, à un moment. Ouais, mais une fois qu'il a eu la balle, il a fait quelque chose de vraiment très important, qui est toujours très important contre la zone, pour désarçonner. Une feinte. Il faut savoir. Une feinte. C'était, Ouais. Il a feinté. Ah, si, j'ai feinté. Et on a le temps. C'est-à-dire que Non, j'ai mais dit vous un savez, peu, les gars, c'est à toi, les automatiques. que la limite, moi j'aime beaucoup sur la taille de zone, que ça aille très vite. Voilà, que comme vos attaques au départ, où il n'y avait pas un seul dribble. On essaye d'en faire des fois. Mais ça part du principe que les défenseurs réagissent à chaque passe. D'accord? Parce qu'il y a d'autres cas, à notre niveau, ils vont toujours bouger un peu, même s'ils veulent pour protéger. Mais à des niveaux inférieurs, parfois vous êtes confronté à des zones où les mecs disent attendez, ce qu'on veut donner c'est des tirs et on ne bouge pas, il faut quand même l'attaquer. Et il ne faut pas tomber. S'ils font ça, c'est qu'ils considèrent que vous êtes des billes au tir à 3 points. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau, de tout mettre, de tout tirer à 3 points. Il faut quand même avoir la patience, au contraire. Mais c'est plus dur. Et donc pour avoir une chance de la mettre, il faut qu'il y ait des temps faibles, des temps de fixation, des temps de feinte qui permettent à la défense de faire des erreurs et de recréer des trous. Et ce qu'il a fait, donc ce que tu as fait, tu l'as peut-être pas fait exprès quand même. Bon, tu as attrapé la balle et tu as feinté. Et les deux défenseurs où tu as feinté, ils ont bougé d'un mètre. Et après, ça a ouvert la passe en bas. Et ça, c'est très important. Quand tu as la balle à cet endroit-là, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas qu'elle te brûle les doigts. Moi, je le dis comme ça à mes joueurs. Tu prends Bengali, qui manque un peu de... Et maintenant, il le fait mieux. C'est-à-dire que même sans tête, c'est pas une question de technique, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça. Pas toujours. Des fois, oui. Mais pas toujours. Des fois, c'est intéressant pour compresser et après faire ça. Parce que sinon, les défenseurs peuvent rester dans le mouvement. Vous voyez ce que c'est pas clair comme... Ils peuvent être tellement en activité qu'en fait, ils vont aussi vite que la balle. Et donc, à un moment donné, le fait d'interrompre le mouvement de la balle, les arrête aussi, les défenseurs. Et après, quand vous reprenez le mouvement de la balle, ils sont à 10 mètres. Et donc, ça, c'est important. Et puis, si en plus, vous pouvez y ajouter des feintes, contre la zone, c'est toujours intéressant.
parce que ça les fait basculer d'un côté et après on joue de l'autre côté. Voilà, c'était mon dernier mot. Si vous avez des questions. Juste une par rapport aux défenses, 3-2 par exemple, un pair, vous avez le même principe ou il changeait grand-chose? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce sera l'objet d'une autre... Non, pas forcément, mais je veux dire, ça peut l'être, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on tient compte des déplacements des défenseurs. Donc s'ils sont en 3-2, ils sont renforcés vers le haut, affaiblis vers le bas. Donc l'objectif, la 3-2, elle est faible dans les corners. L'objectif est d'attaquer les corners. Donc si tu veux, sur le système 1, on va sortir au corner. Et on va chercher l'ouverture intermédiaire. Et après, c'est la même chose. Puis après, on va bouger dans le dos, on va ouvrir la ligne de fond. Mais c'est pratiquement pareil. En fait, c'est juste corrélé au déplacement des défenseurs. Et puis, par exemple, sur short, on a une lecture par rapport à la 3-2 où les mecs se remplacent ou ne se remplacent pas. Qu'est-ce que j'appelle se remplacer? C'est-à-dire quand tu déplaces la balle de ce côté-là, tu as des 3-2 où le défenseur du milieu vient prendre et lui descend. Dans ce cas-là, on va jouer à l'opposé. Ça revient un peu à ce que j'expliquais quand le joueur driblait. En fonction du défenseur qui est en charge de la balle, on a une lecture. Mais autrement, la seule différence, je te dis, c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas le curl sur le système 1, contre la 3-2, on ne cherche pas le curl, il n'y en a pas, puisque le défenseur est déjà là. Donc on ne va pas faire venir un défenseur, il est déjà là. Donc on va jouer le flair pour faire déplacer le défenseur. Parce que sur la 3-2, la faiblesse, les grands doivent remplacer. Mais il faudrait que je l'explique plus en détail. Parce qu'il y a aussi la relation grand-grand. Hein, souvent, faire sortir au corner, c'est bien. Et si le grand il ouvre dans l'alignement, le joueur qui remplace à l'opposé, il est supposé y aller. Et donc c'est ça qu'il faut briser. C'est-à-dire que même si on n'a pas ouvert avant, quand la balle arrive au corner, il faut que le grand il fasse ce que j'appelle une ouverture inversée. Au lieu de juste se tourner, il ouvre vers le haut. Comme ça, le mec qui doit le remplacer, il ne défend plus personne. Et s'il change sa trajectoire, celui qui a la balle au corner, il a un couloir pour attaquer la ligne de fond. Donc on joue aussi là-dessus. Mais c'est un peu les mêmes principes, sinon après c'est 3-2, 2-3, de toute façon. La 3-2, au bout d'un moment, souvent, elle bascule sur une 2-3, et puis des fois la 2-3, quand le joueur du fond sort, c'est presque une 3-2. Donc il n'y a pas des différences fondamentales. Voilà. D'autres questions? Sur zone, pour moi, ça ne prend pas d'intérêt. En homme, oui. En homme, parce que justement, tu as un rapport de force, tu mobilises ton joueur. Mais sur zone, moi, je pense qu'il faut faire bouger les défenseurs. Il faut jouer dans les intervalles, mais après, tu peux avoir d'autres principes. Hein. Moi, ça, c'est mes principes. Je voulais justement savoir ce que c'était par rapport éventuellement à la taille au haut niveau. Si tu veux, pourquoi je demande pas ça? Parce que quand tu es en zone, déjà il y a une forêt de bras. Donc si toi tu vas sur un mec, que tu es couvert, moi ce que j'observe, c'est l'observation, c'est que les extérieurs ne font jamais la passe. Donc la balle ne va jamais à l'intérieur. Voilà. Si les défenseurs, enfin si les attaquants vont vers les défenseurs, ils ne la font pas. Tu vois, déjà là, même quand ils sont ouverts, la balle elle n'arrive pas souvent à l'intérieur. C'est les passes les plus dures au basket. Quand on est extérieur, il faut vraiment que ça soit évident. Après, c'est la volonté du coach, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, il faut marteler, insister. Quand tu commences à travailler l'attaque de zone, si tu vois, si les 5 premières attaques, tu as tiré 4 fois 3 points en 10 secondes, tu t'énerves. Tu te fâches. Tu leur fais comprendre que c'est important. Si tu travailles l'attaque à l'entraînement, c'est pas pour tirer, ça tu sauras le faire en match. Tirer à 3 points, on saura le faire. Il faut trouver des situations intérieures. Mais si tu vas te coller, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Franchement. Sauf si tu as un monstre qui t'a cherché c'est que même s'il est couvert, le mec, autrement, tu vois bien, parce que tu as les bras, c'est pas comme l'homme à homme. Les situations d'isolation sur homme à homme où tout le monde est en strict et les passes ne peuvent rentrer à l'intérieur. Mais sur zone, le problème c'est que tu la prends où la position?
Enfin, un peu sur le côté éventuellement, de temps en temps. Et le plus souvent, il vaut mieux jouer dans les intervalles. Je pense. Par rapport à ça, pour aller sur sa question, c'est sur le premier système, c'est 1, le premier système. Ouais. Tu as montré quand le joueur il sort dans le corner, Ouais. que le poste 4 ou le poste 5 se retrouve ici, toi tu te fais flasher là-haut et pas aller rentrer en contact avec le poste 5. Et ça revient à la réponse que tu lui as formulée. Ouais, là, ça s'est passé comme ça, parce qu'on ne flash pas assez vite. Et puis parce que les angles, tu vois, dans la précision, le joueur qui a la balle, là, je lui demande d'être entre les deux. Pour ne pas être dans la ligne non. S'il est là, la passe ici, elle sera impossible. Si tu es là, tu peux trouver la passe au corner, tu peux trouver la passe à l'intérieur. La zone de flash, elle est sous le lancer franc. Sous le lancer franc. C'est pour ça. Après, ça n'empêche pas que des fois, le pivot puisse venir en vis-à-vis. Hein. Dans ce cas-là, tu peux renverser, l'autre peut sprinter ligne de fond et tu retrouves la même situation l'opposé. D'où l'importance d'avoir un joueur qui soit disponible et mobile. Voilà. C'est bon? Merci. Merci. Allez, à la prochaine. Bon courage.